Déjà, merci beaucoup à tous d'être venus. Donc, ces ateliers-là, c'est un petit peu, effectivement, donc, comme l'expliquait Annick, dans le cadre de notre démarche qu'on a entamée depuis 2018 sur l'accompagnement des communes à faire de l'open data. Donc, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'Antique, donc l'Antique, c'est une asso loi 1901 qui a été créée en 1999. Bon, le but était de développer sur le territoire du Pays Basque les usages du numérique. Et donc, on a été créé par l'AGLO à l'époque. On est toujours financé par cette structure. À l'époque, c'était le Bayonne-Anglais de Biarritz. Et maintenant, c'est l'agglomération Pays Basque. Et la structure nous finance à hauteur des 2/3 de notre budget. Son président est toujours un vice-président ou en tout cas un élu de l'agglomération. Et nous, on est là pour monter des démonstrateurs, monter des projets pour prouver que l'usage du numérique à tel ou tel secteur de la société du Pays Basque peut avoir un apport intéressant. Souvent, on se positionne sur là où, si nous, on ne faisait pas quelque chose, ça ne se déclencherait pas. Donc, on essaie toujours d'avoir un peu cette vision-là, de se dire, bon, ben voilà, ça c'est intéressant, on y va en avant-garde et on voit ce que ça donne. Et surtout, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre les mains dans le cambouis, puis on voit ce que ça donne. Donc, au bout d'une vingtaine d'années, quand même, on s'est rendu compte que au début, quand on commençait, le numérique, c'était partout, c'était assez extraordinaire. On arrivait en territoire rural, notamment, où on avait fait une expérimentation, amener le haut débit par satellite, à l'époque où il n'y avait pas la DSL. Enfin, voilà, on était dans une ambiance un peu, le numérique, c'est magique. Et au bout de plus de 20 ans, le numérique, aujourd'hui, il y a un reflux certain, et les gens s'en méfient beaucoup. Et parce que, tout simplement, aujourd'hui, ben voilà, le numérique, c'est des réseaux, des logiciels, des services, des équipements, des usagers. Et on s'est aperçu que, voilà, au tout début, c'était le numérique, c'est extraordinaire, ça va être le partage, ça va être la culture qui va arriver partout. Aujourd'hui, l'ambiance, c'est plutôt, on se fait, comme l'anime Intellectia, on se fait bouffer nos données personnelles au profit de quelques-uns. Donc, l'antique en réfléchissant sur ces actions, s'est dit, il y a quand même une partie du numérique qui n'est quand même pas à promouvoir, c'est pas tout rose. Et depuis 2000, depuis quelques années, nous faisons la promotion de ce qu'on appelle le numérique responsable. Tout ça dans un cadre effectivement d'explosion d'utilisation du numérique, qui aujourd'hui, si cette explosion continue, impacte autant que l'aviation civile et va être encore plus impactante si on n'arrête pas de cette utilisation effrénée du numérique. Donc, depuis voilà, 2021-2023, avec l'agglomération Pays Basque, on leur propose une feuille de route, une feuille d'action. Et donc, assez récemment, tous nos projets, tous les projets que nous portons, le fil rouge, c'est le numérique responsable. Et donc, pour faire le lien un petit peu avec l'atelier d'aujourd'hui, si je résume rapidement le numérique responsable, qu'est-ce que c'est? Donc, réduction de l'empreinte du numérique elle-même. C'est essentiellement les terminaux, à 70%, et ensuite les réseaux. La capacité que peut aussi avoir le numérique à réduire l'empreinte de nos actions, de nos vies. Essayer typiquement le télétravail, hein, qui peut permettre de la réduction de certaines sous réserve d'effets rebonds. Et en troisième partie, effectivement, une création de valeur plus durable. Et c'est plutôt dans cette partie-là que s'insère cet atelier, c'est-à-dire de dire finalement
on a fait la promotion des communes, de l'open data, comment on pouvait faire, comment on pouvait s'y prendre. Finalement, se poser la question de c'est quoi la gestion des données de façon numérique responsable, ça peut être trois choses. La première, effectivement, dédier le potentiel des données aux projets, des grands projets de transition écologique. Une autre idée, c'est finalement de faire de l'open data autrement. Et dans le numérique responsable, l'idée, c'est d'utiliser des services, d'avoir des actions à la juste mesure du besoin. Ni trop, ne pourront pas être impactants, mais suffisamment utiles pour que ça fasse gagner quand même de l'impact sur les actions humaines. Donc, on résume ça avec les 3 U, utile, utilisable, utilisé. Et l'open data qui a plutôt été promu jusqu'à présent, c'était, on va dire, l'open data par défaut. On balance, on verra comment c'est réutilisé. C'est en train d'être sérieusement questionné aujourd'hui, et pour essayer justement de faire des choses beaucoup plus fines. Troisième possibilité, il y en a d'autres bien sûr, mais l'une d'entre elles, c'est investir les communs numériques. Les communs numériques sont générateurs de valeur, permettent, donc, c'est ce que Vincent va nous un petit peu nous présenter, permet de faire autre chose, notamment de valoriser différemment la donnée, de façon plus durable, plus difficile, mais vraiment plus intéressante dans le temps. Donc aujourd'hui, sachez qu'au niveau européen, au niveau national, en France, il y a pas une directive, mais en tout cas une stratégie qui a été portée d'ailleurs quand la France a été en charge pour 6 mois de l'Union européenne. Elle a porté ce thème-là des communs numériques au niveau européen. Et il y a une feuille de route ministérielle sur le logiciel libre et sur les communs numériques, voilà, avec un fonds évidemment devenant un petit peu plus souverain sur l'utilisation de nos données, à la fois logicielles et à la fois sur les données. Donc, on a demandé à Vincent, effectivement, Territoriaux avec qui on collabore, qui nous a formé à OpenStreetMap. L'Antica a voulu s'approprier un petit peu cette notion, ces outils-là, pour faire effectivement, proposer d'autres façons de faire de l'open data, proposer d'autres façons d'appréhender la question de la donnée. Et nous, effectivement, ça nous paraît plus. Il nous faut le câble. Alors moi, du coup, je commence à avoir une méga pression à plusieurs niveaux. Premier niveau que j'avais déjà avant, c'est la diversité des profils que vous avez. Voilà, parce que je sais qu'il y a en fait là beaucoup de gens qui ont plus de compétences que moi sur beaucoup des sujets que je vais tenter de présenter. Donc je trouve ça à la fois intéressant et à la fois, si je dis ça, c'est s'il vous plaît, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, des remarques, faites-les. J'ai vraiment envie que ça soit aussi un temps, je vais vous présenter un certain nombre de choses, mais il peut y avoir échange, on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord, on peut tenter de réfléchir à des accords, enfin voilà, ainsi de suite. Donc voilà. Et le deuxième point, c'est parce que les autres là qui parlent de fans et tout ça, moi ça me met la pression. Ça passe un peu plus grand. Bon. Donc c'est le document que je vous enverrai, ça je ne vais pas y revenir dessus. Ça a été présenté. Quelques mots de présentation, j'ai fait le gros. Donc Territoriaux, spécialiste effectivement OpenStreetMap, cartographie, gestion de données. On pourra y revenir s'il y a besoin sur ces questions-là, liées vraiment donc, à la question des données ouvertes et à la question de OpenStreetMap et à des questions aussi pour un soft Rapidae, Sirtac, ainsi de suite, sont des données dans le monde du tourisme en particulier qu'on connaît. On fait donc de la cartographie web, de la formation professionnelle et de certification Calliope
qui est porté aussi, des plans papier, de l'accompagnement. Je vais essayer de ne pas trop être dans un processus de vente commerciale de nos activités, mais plutôt sur une activité autour de ce qu'est OpenStreetMap. Je présente quand même, on est adhérent de l'Antique Pays Basque et on est membre fondateur d'une association professionnelle autour de OpenStreetMap. Le site internet a été rendu public hier matin lors du salon Open Source Experience à Paris, qui regroupe beaucoup d'activités autour de tout ce qui concerne le logiciel libre. Je pourrais préciser effectivement qu'on est aussi adhérent de NAOS, qui est Nouvelle-Aquitaine Open Source, qui est le cluster des entreprises travaillant sur les questions du logiciel libre au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Ouais, j'ai mis DG, c'est joli, hein, directeur général des territoriaux, surtout donc, sur la formation professionnelle et autour de l'expertise d'OpenStreetMap. Je suis également membre du CA d'OpenStreetMap France. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure, qui est une association qui est composée exclusivement de bénévoles, et le chapitre local, c'est-à-dire le relais de la Fondation internationale. La Fondation OpenStreetMap est une fondation internationale de droit anglais historique et a des fonctionnements relais nationaux qui sont des structures qui sont reconnues, en particulier sur l'usage de la marque OpenStreetMap, parce que c'est une marque de protection au niveau international, pour ne pas en faire n'importe quoi en fait. Mais voilà, on a du coup la possibilité d'utiliser le nom OpenStreetMap au niveau de l'association. Chercheurs associés également du même passage, j'en parlais. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je trouve ça toujours joli de l'écrire. Par contre, on réfléchit à des sujets au fur et à mesure, parce que la question pour des géographes, des urbanistes et des chercheurs de l'usage de la donnée OpenStreetMap ou de comment se construit la donnée OpenStreetMap sont des sujets qui, en termes de recherche, deviennent de plus en plus prégnants. Je donnerai quelques exemples sans trop m'appesantir dessus aussi. J'ai mis 3 points du coup à l'ordre du jour. Je vais essayer de dérouler. Si vous avez des questions, vous les posez. Si vous dites je ne comprends rien, vous le dites aussi, s'il vous plaît, ainsi de suite. On va juste en 2 slides parler de commun numérique. On en a déjà parlé à l'instant. J'aime pas du tout le mot slide et là je m'aperçois que je suis en train de l'utiliser. Vous avez vu le... Bon, mais... Donc j'ai 2 transparents autour de cette question-là. Ensuite on va parler évidemment d'OpenStreetMap et puis après surtout j'aimerais qu'on puisse discuter un peu à bâton rompu sur les différents sujets. Un truc qu'il ne faut pas faire, plein de textes illisibles, quelques rappels sur ce que c'est les communs numériques. Juste que c'est en particulier, alors numérique c'est plus récent, mais les communs c'est vieux. C'est pas quelque chose qui date d'hier. Voilà, c'est aussi pour remettre cette notion-là dans une notion un peu plus historique, avec, dans le cas des communs numériques, des particularités. En particulier, quand on parle de communs numériques, on parle beaucoup de logiciels, de bases de données, mais aussi de contenu numérique. Vous connaissez par exemple Wikipédia peut-être, ainsi de suite. Donc voilà, on est sur des communs numériques. Dans les particularités, c'est des travaux qui ont été menés en particulier, c'est que l'usage ne limite pas, si je m'en sers, ça ne bloque pas d'autres à s'en servir. C'est la particularité de ce commun numérique. Quand on avait un commun autour des bois, si je prends du bois pour me chauffer, ce bois il n'est plus là en termes de ressources. Ce n'est pas le cas avec les communs informationnels ou communs numériques. Et du coup, il n'y a pas forcément d'obligation de fait de réserver cet usage à une communauté particulière. Parce qu'en fait, je peux partager mes données dans le cas d'OpenStreetMap. Je n'ai aucune difficulté à les partager. Pour une quantité de bois donné, si je dis à tout le monde venez vous servir, la ressource s'épuise. C'est vrai pour le bois, c'est vrai pour la pêche, pour la ressource halieutique, ainsi de suite. Donc, voilà, la grande différence qui a été posée en particulier avec la remise des travaux d'Elinor Ostrom, c'était justement aussi des travaux sur le fait qu'on a des dimensions différentes entre les communs et les communs de l'information. Et c'est quoi? C'est de la ressource partagée, une communauté d'utilisateurs et des règles fixées par la communauté d'utilisateurs. Voilà en gros, quand on parle du commun numérique, de quoi on parle. Et je vais essayer de le décliner autour d'OpenStreetMap. Ça? Ouais. Là, j'aurais pu
Non, je ne vais pas y passer des heures. Si vous avez envie d'aller plus loin, quelques liens, ainsi de suite, qui vous permettent d'aller voir aussi un peu de ressources complémentaires. Mais je ne vais pas forcément dérouler tout pour aller un peu plus vite. Sur certains aspects évoqués par Emmanuel tout à l'heure, en particulier en novembre l'année dernière, il y a un an, la mise en place d'un site communnumérique.fr avec donc une feuille de route de l'État pour contribuer au commun numérique. C'est une des pages, il y en a plusieurs aussi sur les logiciels libres. 3 communs et 3 projets étaient mis en avant à ce moment-là. Les 3 que l'on voit, projet Wikimedia, Open Food Facts. Est-ce que tout le monde? Oui, non. C'est une base de données de produits alimentaires. Peut-être que des fois, certains connaissent Yuka, voilà, qui au départ utilisait les données Open Food Facts sur cette idée aussi de pouvoir quantifier un certain nombre d'informations. Et donc, c'est des bases de données qui sont utilisées Open Food Facts aussi maintenant dans les champs de recherche, dans les champs à plein d'endroits. Et c'est contribué par des gens. Scanner un produit, décrire ce qu'il y a, ainsi de suite. Et c'est une base de données qui est aussi dans voilà, qui fait partie vraiment des projets qui ont en quelques années pris beaucoup d'importance dans la question alimentaire, résilience alimentaire, ainsi de suite. Et le troisième, c'était OpenStreetMap. J'y reviendrai un peu plus après, je rentrerai pas tout. Et 2 autres sont apparus récemment. Wikidia, c'est la déclinaison de Wikipédia, mais pour plutôt des jeunes enfants et des ados. Voilà. Donc avec un travail qui est pensé depuis longtemps, plutôt sur des démarches éducatives autour de Wikipédia, dans cette logique de construction en commun de contenu, avec tout ce que cela peut avoir, de contraignants, de fonctionnement, ainsi de suite. Et Infoclimat, voilà, de la production et collecte de données sur le climat et capitalisation. Donc, je vais rentrer dans OpenStreetMap. Je vais essayer d'illustrer aussi, bien évidemment. Donc, la ressource partagée de OpenStreetMap, on va dire, formellement, c'est la base de données. C'est les données OpenStreetMap. Ça, on est vraiment sur la ressource. Je viendrai illustrer après un peu autour de tout ça. Mais j'ai noté quand même, à côté et pas loin autour, tourne beaucoup de choses autour aussi de logiciels libres, ainsi de suite, de la documentation, le wiki d'OpenStreetMap, tout ça, ça fait partie de ressources aussi, qui sont partagées, mises en ligne, ainsi de suite. Mais formellement, OpenStreetMap, on parle au départ vraiment des données, de sa communauté et de la documentation. La communauté d'utilisateurs et ou des contributeurs, c'est né en 2004. Aujourd'hui, on estime à 8 millions de comptes ont été créés sur OpenStreetMap. Alors, sur ces 8 millions, il n'y en a pas 8 millions qui ont contribué à OpenStreetMap. On est plutôt aux alentours d'1,5-2 millions de comptes, de personnes qui ont contribué à constituer la base de données. Ça peut être des bénévoles, des contributeurs volontaires, ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, des fondations, des collectivités. Après, la communauté, elle est constituée effectivement de plein de statuts de personnes, de gens différents. Les bénévoles, je ne vous en parle pas plus que ça pour l'instant. Des entreprises, ça peut être, j'en suis une, mais c'est aussi, par exemple, dans la communauté, alors aussi de contributeurs, mais d'utilisateurs. Si on parle de noms comme Facebook, Apple, Amazon Logistics, ben ça, c'est des gens qui à la fois utilisent ces données pour faire des fonds de cartes, mais qui ont aussi un certain nombre de personnes qui contribuent aux données. Mais c'est aussi les Nations Unies. Global Mappers, c'est tout un programme de cartographie de certaines zones dans OpenStreetMap et en contribuant à OpenStreetMap. Donc voilà, il y a énormément effectivement de statuts différents, des collectivités. On en verra quelques exemples après de structures et de collectivités qui font le choix de contribuer à OpenStreetMap et donc quel usage après ils peuvent faire des données. Voilà, quel usage et quel. Tout ça, c'est la communauté. C'est vaste hein, aussi. On va voir quelques chiffres après. Et puis, il y a des règles. Je ne sais pas si on aura le temps, mais on pourra aller voir, on pourra jeter un œil. Il y a un outil
qui correspond à ce qui est construit par la communauté autour de la manière de décrire les objets dans l'OpenStreetMap. Et donc, c'est aussi ce vocabulaire-là qui est à plein de moments très important, parce que justement, il permet aussi d'unifier les pratiques. Ouais. Je ne vous vois pas en ligne. S'il y a des questions, je... Ah, mais voilà. On n'a pas préparé cette partie-là. J'avais envie de faire quelques liens aussi qui peuvent vous parler entre l'association OpenStreetMap France et plusieurs acteurs du monde géographique, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui connaissaient le monde un peu des SIG. Alors, c'est intéressant, l'association, elle a une dizaine d'années. Les débuts de l'association étaient vraiment centrés sur l'organisation, entre autres, d'une rencontre annuelle des contributeurs chaque année, qui regroupe voilà, des gens qui, pendant 3 jours, se font un état de l'art sur la cartographie, le State of the Map, l'état de la carte France. Il y en a en Afrique depuis quelques années, il y en a des State of the Map Monde, il y en a un peu partout dans le monde, des State of the Map, des SOTM dans le petit langage. Et au début, c'est vraiment ça, et faire aussi le lobbying et la promotion d'OpenStreetMap, le rôle de l'association OpenStreetMap France. Mais l'association n'a aucun droit particulier sur la base de données. On peut être contributeur sans être adhérent. Il n'y a pas de lien direct, hein, c'est vraiment aussi ce statut-là. Les débuts ne sont pas forcément toujours très simples, avec des structures comme l'IGN, par exemple. Les débuts ont été un peu houbleux, même dans les relations. C'est bien, hein, comme je le dis. Et puis, bon, 10 ans ont passé. Et donc, ça fait 6 ans, par exemple, qu'il y a une convention entre OpenStreetMap France et l'IGN pour la mise à disposition de la BD Ortho, les photographies aériennes, depuis 2016. Alors, c'est libre et ouvert depuis 2021, mais on avait pour OpenStreetMap le droit d'usage par l'IGN des données, des orthophotographies de l'IGN. Et puis cette année, un des éléments qui nous a fait grand plaisir, il y avait une délégation à Nantes, où c'était un State of the Map de 12 personnes de l'IGN, pour venir aussi discuter de ce qu'ils font avec la OpenStreetMap, des projets qu'ils imaginent, ainsi de suite. Toutes les conférences, si vous avez envie d'aller voir plein de vidéos sur l'état de l'art d'OpenStreetMap sont hébergées sur un espace libre, non YouTube, c'est bien, de l'association. Il y a une convention avec Enedis depuis 2 ans. Alors, dans la convention, c'est d'un côté, quand Enedis est seul payeur de données PCRS sur un territoire, donc ils ont les droits dessus, ils nous les envoient, et on a la possibilité de s'en servir et de les mettre à disposition pour la contribution à OpenStreetMap. L'idée, c'était aussi qu'ils aient un travail sur l'ouverture des données photos de chez eux, parce que c'est un peu compliqué ces données-là, et qu'il y ait une forme de communication dans la communauté autour de la question des photos, mais sans aucune obligation de résultat, évidemment, parce que là, on parle de volontaires. Voilà. Donc, c'est des conventions très, très light, en fait. C'est aussi pour apprendre, des fois, à se compte. Les PCRS, c'est quoi? Alors, plan de coordonnées simplifiées. Je sais que toi, tu saurais. Je sais ce que ça veut dire en gros. C'est des photos, en particulier très haute résolution, qui vont permettre de tracer des plans de rue très précis pour éviter que quand on veut changer de l'eau, on creuse dans le gaz. Je caricature exprès. Mais voilà, il y a la connaissance fine de l'ensemble des réseaux et pas suffisamment fine dans beaucoup d'endroits pour arriver à avoir justement des choses très précises. Peut-être que... C'est pas les réseaux, c'est juste le corps de rue. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait des gens qui savent qu'on parle. Qui permettent de placer des réseaux après. Mais c'est d'avoir, alors soit sur des images haute résolution,
soit sur du vectoriel, les bords de trottoir, les bords de bâti, enfin, il y a toute une dizaine d'éléments. Si c'est vectoriel, et si c'est raster, c'est une photo en hiver avec. Donc c'est vrai que Ce type a une actualité très récente, donc il y a un PCRS qui a été décidé, voté et qui a une place sur qui va être réalisé sur les territoires communautaires de la CAPV, dont Eneti c'est une partie des contributeurs, mais pas le seul. Et donc je ne savais pas l'existence de cette convention que vous aviez avec eux, parce qu'un des gros problèmes du PCRS, c'est l'obligation avec une open data derrière, qui est que les contributeurs qui payent, en particulier les privés, ne veulent pas que d'autres qui refusent de payer puissent en bénéficier à titre gratuit. Donc, il y a une impasse, des difficultés de mise en open data de ces données. Voilà, dans les projets qu'il peut y avoir avec l'hygiène ou qu'il peut y avoir là, les images et les photos sont mises à disposition pour la contribution en OpenStreetMap, pas pour s'en servir par ailleurs à faire autre chose. C'est cadré dans le sens où on ne peut pas se mettre à les diffuser partout en disant allez-y. C'est vraiment les contributeurs OpenStreetMap ont la possibilité d'utiliser ces images dans le cadre de l'édition de données pour OpenStreetMap. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a un droit d'usage. Il n'est pas, c'est pas un droit d'usage, enfin, c'est pas une licence ouverte complètement, justement. Bon, après, on pourrait discuter de pourquoi elle n'est pas en licence ouverte, mais voilà, juste pour préciser, dans le cas d'OpenStreetMap, on est vraiment là sur les données et sur des photographies aériennes qui sont utilisées et utilisables juste pour faire une forme de numérisation, mais dans OpenStreetMap. Mais on pourra en discuter de la numérisation. De l'ouverture ou du partage de ces PCRS, effectivement, sur les contacts à voir effectivement avec les gens de Medix, ça peut les intéresser aussi. Tout le monde apprend, hein, aussi. Enfin, soyons clairs, chacun a ses rythmes, chacun a ses. Mais tout le monde apprend sur ces questions. Medix, c'est plutôt des bons clients, parce qu'ils mettent en open data déjà beaucoup de données. Dans de consommation électrique, ça va assez loin. Ils mettent même, je crois, des données de consommation au numéro de route. Donc, il peut y avoir des. Ça fait longtemps qu'ils sont très moteurs dans la communauté open data. Et le dernier, parce que ça, c'est une petite préparation. Moi, je suis chimiste au départ, donc le monde de l'open, du SIG, de la géomatique, je ne connais pas en fait au départ. Et bien, ça, on m'a dit, là, la reconnaissance quand même, l'entrée donc au conseil plénier du CNIGE, qui est le Conseil national de l'information géolocalisée maintenant, depuis, je crois que c'est octobre, le décret qui dit qu'OpenStreetMap a une place au conseil plénier du CNIGE. Pour les sigistes, il paraît que c'est important. Je ne connais pas bien toutes les compétences, mais c'est aussi pour illustrer en fait le patrimoine d'une structure qui n'existait pas vraiment à une structure qui aujourd'hui est, mais derrière surtout un projet, qui est le projet de programme numérique OpenStreetMap. Voilà, cette évolution aussi dans différentes sphères. C'est bon? Mais ça, puis voilà. Donc, mais c'est pas que pour les sigistes, c'était le lien avec le CNIGE. Par exemple, depuis 3 ans, c'est une compétence obligatoire en seconde, contribuer de manière collaborative à OpenStreetMap. C'est inscrit dans le programme SNT, Sciences numériques et technologiques. C'est apparu au programme de l'éducation nationale en 2019. Là, c'est pareil. Je ne vais pas vous dire que les 500 000 élèves de seconde contribuent tous depuis 2019 à fond. Parce qu'il faudrait déjà aussi mettre en place la formation des enseignants. Enfin, on n'est pas encore une fois sur, je veux dire, 50, tout le monde contribue au OpenStreetMap. Pas du tout. Mais par contre, ça instille. Il y a des choses qui se disent, si on faisait les choses en commun, au lieu aussi de les faire chacun de notre côté. Et donc ça fait partie d'éléments qui sont assez intéressants. Il y a des liens, je ne vous les montre pas là, mais
Vous pourrez aller voir par exemple la présentation qui est faite par la DAN, donc la Direction académique numérique éducative de Lyon, sur cette question. Alors j'ai mis des chiffres bruts. On va aller voir d'autres chiffres un peu plus raffinés. Brut donc de hier, il y a eu donc 9 millions, presque 500 000 comptes de créés, 13 milliards de points GPS qui ont été téléchargés, il y a eu plus de 8 milliards de nœuds dans OpenStreetMap maintenant, 900 000 chemins, des lignes, et puis des relations, quelques 10 millions. Bon, ça fait des chiffres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des fois un peu difficile de s'en rendre compte. On va aller voir quelques statistiques un peu plus précises. Mais par exemple, aujourd'hui, sur la journée d'aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de données qui vont être modifiées dans la journée dans la base de données internationale, à peu près pour donner des ordres de grandeur. Du coup, il y a de nombreux services. Ouais, ça peut être facilement visible. Voilà. Qui se base sur les données, la base de données est ouverte, on peut récupérer ces données, des gens développent et déploient des services divers et variés, il y en a plein, je vous en présenterai loin de vous en présenter beaucoup. La France, là, ce jour-là, est notée comme étant la 3e, c'est ça. Bon, je ne sais pas trop, mais il y a tout un suivi là de données. Je préfère ces éléments qui donnent, par exemple, quelques ordres de grandeur sur le nombre de membres actifs par jour. Donc, pour là, sur le nombre de contributeurs qui ajoutent de la donnée, qui modifient, qui mettent à jour des données. Sur un mois, on passe plutôt aux alentours de 6 ou 7 000 personnes. On voit aussi surtout le fait qu'en plusieurs années, on est dans une pente de croissance de gens qui régulièrement viennent contribuer, participent, et de plus en plus de monde. Là, c'est plus les nouveaux et actifs. Mais voilà, il y a plein de moyens d'aller voir un peu si ce que je vous dis, ça a du sens ou pas, mais les données, elles y sont. En fait. Aussi, pour vous dire tout ça, il y a des services qui permettent de les montrer, il y a des services qui permettent de les voir, de se rendre compte aussi de ce qui est en train de se passer autour de cette base de données et de ces données et de ce comment. Pour avoir ces chiffres, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est tracé. La moindre modification, on sait qui l'a faite, quand, le nombre de fois. C'est ce qui est grand ouvert, c'est comme sur Wikipédia. Quelqu'un soit fait une erreur parce qu'il s'est trompé, soit intentionnellement, soit on sait remonter à cette erreur-là. Et c'est pour ça qu'on a ces chiffres-là, cette ouverture-là. J'en ai perdu mon... On peut avoir comme ça des tableaux de bord par pays, monde et même par utilisateur. Si on connaît son ID, on peut remonter, on sait quand est-ce qu'il contribue, où est-ce qu'il contribue, combien de fois, avec quel outil. Enfin, voilà, c'est ce que permet tout ça. Je vous parlais justement d'un autre outil que je trouve assez drôle. Donc ça, c'est la télé des contributeurs OpenStreetMap toqués, donc un tas de troubles obsessionnels cartographiques, le TOC. Donc ça, c'est des gens qui, on voit les contributions en direct, en fait. Qui fait quoi, comment, ainsi de suite. Donc là, on est bien sur des données ouvertes, sur la volonté aussi que ça soit visible, on le sait, quand on crée un compte, c'est dit, c'est précis, ainsi de suite. Et donc là, on voit ce qui est en train de se faire au fur et à mesure. Et donc, en 1 minute, 32 personnes ont contribué à 800 points. Et c'est ce qui amène aux 2 millions que j'évoquais tout à l'heure, quelques milliers de contributeurs au niveau mondial. Autour de soi, après, il y a des outils qui peuvent montrer. Donc là, je suis à Londres, mais je fais
le fameux. J'avais préparé plein de notes où j'arrivais à l'Asparin, et puis celui-là, je l'ai pas fait. Pas grave, c'est pas grave. Hein? C'est ça, voilà, tu l'as là. Donc là, il y a une concentration, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc là, on a en fait des contributions, on a plusieurs critères qui peuvent nous dire qui c'est qui a autonomie, qui contribue, ainsi de suite. Donc il peut y avoir à la fois peut-être des gens qu'on reconnaît, mais peut-être des gens qu'on ne reconnaît pas, des gens qu'on connaît. Enfin, c'est aussi ça qui a contribué de manière récente dans le coin. Donc peut-être qu'on pourrait reconnaître des gens, ou peut-être pas, j'en sais rien, mais c'est juste pour vous dire que là encore, il y a plein d'outils qui vont permettre aussi de comprendre ce qui est en train de se passer autour de la donnée, de la suivre, et donc aussi si on souhaite y participer, de savoir avec qui le faire, quelle est la communauté autour. Vous aurez. C'est le premier adjoint. De quoi? Jérôme Larieux, c'est le premier adjoint. D'accord. Enchanté. Et donc. Là, c'est le lieu de la contribution. Non. Là, ce n'est pas le lieu, c'est le centre de sa contribution majoritaire au dernier. Après, peut-être que si on veut en savoir plus et qu'on a envie. Monsieur Larieux, il est enregistré en plus. Oui, on l'a mangé avec tout à l'heure. Ça va. Alors, peut-être qu'il a fait, ben voilà, hein, il a touché en fait un chemin à un moment donné, donc il a fait une modification. Et du coup, ça a identifié le lieu où il était, je pense, hein, parce que là, c'est là où tu fais Et donc, la rue qui est en bas, et c'est une voie qui est. Parce que le centroïde d'un point, souvent, c'est le même. Et ouais. donc, du coup, là, effectivement, on a quelque chose, on sait où il a contribué. Mais de toute façon, si on va sur le profil de M. Larieux, on peut voir les modifications qu'il a faites. Il en a fait une. Il a changé la direction de la rue. De la rue des Cordonniers. Voilà. Je ne sais pas pourquoi le fond ne s'affiche pas. Bon, elle fait des mots. Ah non, voilà. Donc, a priori, il a changé le sens de la rue. Et là, c'est l'occasion de montrer, par exemple, donc là, on a une donnée qui a été changée pour sa version numéro 6 par Jérôme Larieux. La version numéro, si je remonte l'historique, 5, je ne sais pas, j'arrive pas à dire, Castos, et ainsi de suite. On va remonter, et donc cette rue a été créée par Red Fox il y a 12 ans. Donc ça, c'est aussi, c'est une base de données hein, derrière, et c'est une base de données qui est historisée avec les informations, avec les données, avec les métadonnées associées, ainsi de suite. Donc ça, on a aussi toute cette histoire. Et le vocabulaire, tag info, c'est des exemples aussi. Il y a tout un vocabulaire, il y a des dizaines de milliers de descripteurs en fait des objets. Comment est-ce que le fait de décrire un banc à Asparin dans OpenStreetMap est décrit de la même manière que si je le décris en Amérique du Sud ou au Japon. Ça, c'est aussi l'outil qui va constituer cette base de données du vocabulaire associé aux éléments et après des outils avec, pareil, la possibilité de suivre l'ensemble des mots-clés, le nombre d'attributs qui sont utilisés. Tout ça, c'est transparent aussi sur les mots-clés et c'est construit aussi de manière communautaire. C'est trop précis ou vous êtes un peu perdu ou c'est pas assez précis? C'est bon? Ouais. Alors, souvent on le confond avec une carte OpenStreetMap. Maintenant, il y a Map. Donc, mais OpenStreetMap, ce n'est pas une carte. Et ce n'est pas non plus que les streets, ce n'est pas que les rues. Donc en fait, certains s'amusent à dire un projet magnifique et 3 noms pourris, parce qu'en fait c'est très peu représentatif de ce que c'est, puisque c'est bien une base de données et qui est loin d'être une base de données que des rues. Après, c'est une base de données dont on peut faire plein de cartes et plein de représentations différentes. Et c'est là où on va rentrer, donc ça c'est que des services en ligne de gens qui ont des compétences pour développer à partir des données OpenStreetMap une manière d'afficher les données
est particulière en fonction de leur envie. On a des rendus qui sont plus des rendus artistiques, on a des rendus qui sont des rendus, normalement il y a des passionnés d'avion où on voit tous les aéroports depuis très loin. Il y a la version métal avec l'eau qui est remplacée par du feu, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des gens qui ont les compétences, les données sont là, qui créent des rendus, des manières d'afficher les données différentes. Mais les données derrière, c'est toujours les données OpenStreetMap. Et puis, si on fait des rendus cartographiques pour faire des formes de cartes, par exemple, on peut aussi faire de la cartographie d'intérieur de lieux ouverts au public. Toujours, hein, on est ouverte, on n'est pas sur la cartographie d'intérieur d'un lieu fermé, d'un lieu sécurisé, tout ça. On est sur des lieux ouverts au public qui peuvent être cartographiés. Je vais vous montrer la gare Montparnasse, et là, je vous montre, vous aurez un lien sur les travaux qui ont été menés en particulier avec EDF, Transilien, Gare et Connexion, je ne sais pas, tout l'univers SNCF sur la cartographie de l'ensemble des gares Île-de-France dans OpenStreetMap en indoor, en intérieur. Et donc sur la partie visible, pour après avoir des données qui vont servir à faire du montage, à faire du suivi aussi de travaux, ainsi de suite, comment je me déplace d'un point A à un point B dans la gare, selon la taille des gares, c'est différent. Donc un exemple sur la gare Montparnasse. Où donc on arrive à Montparnasse et à partir d'un certain moment, on a un affichage des informations avec l'étage de ces informations. Donc là, je suis au niveau 0. Après, si je monte au niveau numéro 2, je suis donc au niveau des voies avec l'ensemble des commerces, ainsi de suite. Tout ça, c'est la donnée qui est intégrée et qui est dans OpenStreetMap. Et dans le rendu, la manière d'afficher est un rendu, une manière d'afficher qui met en avant les étages et un certain nombre de points qui ont été décidés par les gens qui ont dit on va faire un rendu spécifique qui met en avant les données. On va faire si on fait celui-là, on peut aussi faire, après l'intérieur, on peut aussi faire dans l'autre sens, entre guillemets, à savoir du rendu qu'il a et du rendu en 3 dimensions, des données d'OpenStreetMap qui sont rendues en modélisation 3D. Donc ça, on a une base de données, et de ces données, on va pouvoir faire des choses parce que s'il y a une information sur la hauteur du bâtiment, on peut dire fait une exclusion, on fait d'une telle hauteur. Puis si on n'a pas l'info, on peut dire fait quelque chose de moyen. Et donc là, une fois que ça s'applique quelque part, ça s'applique dans le monde. Toutes les cartes que je vous montre là, elles tournent sur le monde. Hein. C'est des fonds de cartes qui s'appliquent à l'ensemble des données au niveau mondial. Donc si vous vous baladez partout, vous pouvez aussi aller voir des endroits. Et donc là, par exemple, ça c'est quand même le truc qui est souvent le plus remarqué. Ah ouais, il y a un des glus, donc en gros, aux endroits où il y a des travaux, qui sont renseignés dans OpenStreetMap en mettant des espaces en construction, ils ont fait le choix de dire ah, attends, on va mettre une animation qui est jolie, qui vient une grue qui tourne. Il n'y a pas d'information sur la grue. Hein. C'est vraiment là aussi des rendus et des affichages. Sur la question de l'accessibilité, vous disiez tout à l'heure, il y a des outils, dans OpenStreetMap, des pratiques qui permettent de réaliser des cartes en 3D. On prend les données de l'OSM, on se retrouve sur un plateau avec la carte dessinée avec du relief au niveau des bâtiments, des choses qui permettent ça, le fait d'utiliser ces données-là. Qui est effectivement le passage de la donnée immatérielle à quelque chose dans l'espace physique, et là qui était plutôt avec des objectifs d'imprimer et tout un
Il y a tout un temps de la recherche aussi qui est sur la question de l'appropriation spatiale pour les personnes malvoyantes. Donc, j'entendais très bien ce que vous disiez tout à l'heure. Mais pas tant sur l'appropriation de cartes en ligne que sur le fait quelle est l'appropriation spatiale de personnes qui ne voient pas l'espace. Et il y a des choses qui se font autour des données OpenStreetMap, à la fois soit par des représentations, soit aussi par le fait de pouvoir autonomiser, parce que guider. Et donc avec comment je décris le passage, le fait qu'il va y avoir un trottoir, une rue. Le fablable, par exemple. Est-ce qu'il y a des expérimentations ou des trucs qui tournent avec une exploitation qui ne serait pas graphique, cartographique, mais par exemple vocale? Il y a des choses qui... alors, je sais que les choses sont en expérimentation, je ne vais pas dire oui sur, ainsi de suite. Il y a des travaux qui ont été menés effectivement sur comment est-ce que je passe de la donnée OSM à une effectivement donnée qui est une donnée vocalisée. En particulier, la SNCF, de mémoire, avait travaillé sur des choses comme ça pour du guidage de l'indoor à l'outdoor. C'est-à-dire que guider des gens quand on est en intérieur ou guider des gens quand on est en extérieur, c'est pas du tout la même chose. Entre autres, c'était aussi par la localisation. Alors là, pas forcément pour les personnes malvoyantes, mais comment est-ce que je prends d'autres types de repères? Et la localisation existait. C'est comment je passe effectivement de ces données à une donnée qui est entendue. Il y a un laboratoire en Auvergne qui bosse beaucoup, effectivement aussi, sur ces travaux de modélisation du carrefour et d'appréhension et de traduction des données OpenStreetMap en données compréhensibles et utilisables en guidage après par les personnes malvoyantes. Ça, c'est des liens que je ne sais plus si je les ai mis là, mais ça peut être des liens après. Genre le lien sur les vidéos de State of the Map. Ouais, il y a une présentation justement cette année d'un chercheur qui travaille sur ces données-là, accessibilité OpenStreetMap. Une vidéo de 45 minutes, c'est très intéressant. Donc Jean-Marie Fabreau qui travaille au LIMOS en Auvergne, et en particulier, alors ce qui est intéressant, donc lui il est vraiment informaticien et travaille aujourd'hui sur il fait partie d'un groupe technique du CNIC, le fameux Comité national de l'information géolocalisée, sur le modèle de données pour l'accessibilité. Et il travaille justement en correspondance entre les données OpenStreetMap et le modèle de données du CNIC, justement pour voir comment on peut avancer dessus. Il y a énormément de demandes, de plus en plus de demandes sur les questions d'accessibilité aujourd'hui, souvent moteurs, mais pas que. Mais voilà, il y a aussi des travaux qui sont autour de ces questions-là. Je vous en montrerai quelques-uns, pas de travaux, mais d'outils aujourd'hui de documentation et de renseignement dans l'industrie. Et ça, le truc qu'on a sous les yeux, c'est une impression 3D. Ouais. Ça crée un objet 3D, c'est pas comme une page braille, c'est pas dynamique. Non, là on est sur. Ça fournit le fichier. Je vais dire des bêtises, il y a des gens dans la table STL, qui est le fichier que l'on peut envoyer dans une imprimante 3D et qui va permettre la représentation 3D. Mais on n'est pas sur du braille, on n'est pas, à ma connaissance. On avait bossé avec des gens de l'INRIA sur des sujets autour justement aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on peut avoir une traduction en braille de certaines cartographies, mais c'est plutôt resté de l'ordre de l'idée que de la mise en œuvre ensuite. Mais la donnée existe et ça ne m'étonnerait pas. Enfin, qu'il y ait des gens qui travaillent dessus, avancent dessus et publient des choses dessus. Enfin, voilà, dans l'effervescence de tous les projets qui existent, c'est difficile aussi d'avoir le suivi de tous les éléments. Et après, là, j'ai juste noté des cartes vectorielles pour dire que donc, il y a la base de données OpenStreetMap, le classique que l'on connaît le plus d'OpenStreetMap, souvent, c'est ce rendu de fond de carte qui est composé de petites images. Il y a de plus en plus une technologie qui est maintenant donc des tuiles vectorielles qui ont la particularité de contenir les données. Qui ont la particularité de contenir les données dans les tuiles vectorielles et donc de permettre aussi aux gens qui utilisent ces tuiles vectorielles de les personnaliser, de mettre en avant un certain nombre de choses. Donc ça renforce en fait le fait côté utilisateur des tuiles, ce qu'il peut faire dessus. C'est plus léger, il y a plein d'avantages. C'est pour ça que c'est pas moi qui suis le directeur technique de ces questions-là. C'est mon collègue Frédéric Rodrigo qui travaille énormément sur ces questions-là, en particulier sur la mise en œuvre
de cartes, voilà. Mais c'est pas que lui, hein, c'est tout un monde, pas mal Tiles, voilà, tout un monde plutôt logiciel. Donc ça, c'était pour juste rappeler quelques éléments très vite posés. Donc une base de données, une communauté, des règles, et ce n'est pas donc seulement une carte. Ce n'est pas de l'import, on n'importe pas dans OpenStreetMap. Il n'y a pas d'import automatique dans OpenStreetMap. Il y a de l'intégration, mais c'est les humains qui travaillent à faire rentrer les données dans OpenStreetMap. Donc, ça veut dire de la vérification de l'existant. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y avait avant. Je n'écrase pas le travail qui a été fait par quelqu'un avant, j'essaie de voir si je peux m'améliorer. Donc, voilà, c'est aussi des éléments importants. Et la crainte, souvent, c'est le fait qu'il y ait du vandalisme, ainsi de suite, mais ce n'est pas non plus la porte ouverte à tout OpenStreetMap, parce qu'il y a du monde qui regarde ce qui se passe dessus. Il y a la possibilité aussi de voir la donnée, la corriger, l'améliorer, et on l'a vu, c'est historisé, on sait qui a fait quoi, donc on peut aussi annuler un ensemble de vandalisme, si tant est qu'il y en a qui auraient pu avoir été faits. Moi, j'ai eu un stagiaire, on a travaillé à importer des entreprises et par erreur, il a transformé un bâtiment en rond. Voilà, donc un bâtiment normal qui est en rond. Voilà. Donc Laura lui a laissé un message, voilà, sympa, il est joli, ton rond, mais dis donc, bon voilà. Donc, avec beaucoup de bienveillance, comme ça, on échange, on dit qu'est-ce que tu as fait. Souvent, il y a des. Sans qu'il y ait des gens tout le temps qui surveillent ce qui se passe, mais voilà, il y a des gens très impliqués. Dès qu'il y a des changements, tiens, on est toujours curieux de voir ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Voilà, on repère très vite des erreurs intentionnelles. Non. Et puis, je pense qu'à ce moment, il doit y avoir du redécoupage de certaines frontières, en particulier entre le Grèce et l'Ukraine. Enfin, il doit y avoir des enjeux ou certains territoires, il doit y avoir des enjeux géopolitiques sur certains enjeux avec des gens qui peuvent entrer en conflit sur. Alors, c'est intéressant, du coup, effectivement, donc la communauté a pu discuter sur la question de l'Ukraine, de la guerre et du démarrage de la guerre. On s'est basé sur, dans les décisions qui ont été prises, ça s'est basé sur plusieurs choses. L'interdiction de cartographie en temps de guerre, qui fait partie de la loi et de la République, de la constitution ukrainienne. Donc la communauté ukrainienne de OpenStreetMap a demandé à ce qu'il n'y ait pas de cartographie qui soit faite, quelle qu'elle soit, mais parce que ça fait partie des choses qui seront interdites en temps de guerre par leur constitution. Je ne sais pas si c'est constitution ou voilà. Et c'est souvent aussi de l'expérience des années précédentes, malheureusement, c'est trop fréquent. C'est plutôt la posture au niveau de la communauté sur des questions qui sont des périodes particulièrement chaudes, d'éviter d'être dans une course à la mise à jour à ce moment-là, parce que, ça n'apporte pas forcément grand-chose à ce moment-là, il y a trop de choses qui sont en train de bouger pour que ce soit quelque chose qui, dans le temps, soit suffisamment pérenne. Donc la position, elle est plutôt de dire, sur ces temps de complexification de certaines zones, de guerre, ainsi de suite, attention, sauf dans le cas de catastrophes naturelles, ainsi de suite, où là, par contre, il peut y avoir des choix d'activation, on appelle ça de demande de cartographie de certaines zones, pour que certaines zones soient cartographiées de manière très rapide. Ça a été au départ très médiatisé autour de tout ce qui a pu se passer, c'était en 2012 ou 2013 à Haïti, avec la cartographie très rapide de l'ensemble de l'île. Enfin, on a plein d'exemples comme ça, et aujourd'hui, c'est Médecins sans frontières, c'est la Croix-Rouge internationale, qui sont des porteurs d'activation de demandes de cartographie dans OpenStreetMap pour avoir de la donnée à jour, pour ensuite avoir des téléphones GPS permettant de se déplacer en situation sur des routes qui ne se sont pas effondrées, sur des interventions, ainsi de suite. Pompiers sans frontières a fait des choses, je pense 10 pompiers, hein, a fait des choses aussi sur les usages de données comme ça. Voilà. Parce que l'intérêt, par contre, aussi de toutes ces données, je ne l'ai pas dit, mais sur un GPS, si vous utilisez une application qui utilise les données OpenStreetMap, vous avez en tout cas la possibilité de les avoir sur votre téléphone, de ne pas être connecté. Donc même si vous êtes au milieu de nulle part où il n'y a pas de connexion Internet, et ainsi de suite, que vous avez vos données, vous avez un GPS. Le GPS, il passe partout maintenant. Donc, enfin, sauf en intérieur, mais si vous êtes perdu au milieu de nulle part, vous n'avez pas de connexion Internet, mais vous avez quand même un moyen de vous déplacer et d'aller d'un point A à un point B, si vous avez l'information. Donc ça, il y a beaucoup de réflexions sur ces sujets-là. Le Sahara,
quelle est la partie qui appartient à qui entre le Maroc. Enfin, Le seul que les noms, on a, il y a énormément de choses et il y a tout un vocabulaire, toute une manière aussi de dire attention. Là, on est sur des zones qui sont des zones disputées. Là, il y a plusieurs noms qui sont donnés à un espace. Tout ça, c'est des choses qui existent, avec dans beaucoup de cas une référence plutôt à tout ce qui est ONU en termes de positionnement légal. Vous allez si loin, la frontière entre la France et l'Italie au niveau du Mont Blanc, elle n'est pas figée. Elle est discutée, ils ne sont pas d'accord. Donc voilà, en fait, toutes ces questions-là, sont le sens affichage de la carte. De mettre les sphères d'en haut et les sphères sous. Ah oui, bah ça, oui. On pourrait très bien mettre ça. Ah oui, ça, du coup, on sort là même, ça fait partie de mes grands livres. Mais voilà, donc là, oui, sur les représentations, mais ça, il existe, hein, les projections de Peters et compagnie, qui sont des projections, justement, qui sont des projections qui changent la manière de voir le monde. Si on s'engage là, on est perdu pour l'après-midi. J'adore ce sujet. Je ne comprends rien, mais je l'adore. Alors, une base de données, j'avais juste envie de montrer quelques exemples. Je ne vais pas tous les détailler, mais à chaque fois, ceux-là, j'ai envie de dire, croyez-moi, sur les 3 premiers là, les données proviennent d'OpenStreetMap, quand il y a de la contribution, c'est là dans OpenStreetMap aussi. C'est-à-dire qu'on est sur des outils qui utilisent véritablement la donnée OpenStreetMap, non pas comme fond de carte seulement, mais aussi comme base de données. Donc, par exemple, je savais qu'il y avait Adrien et vous étiez là, donc là, je ne sais pas où je suis, on va attendre un peu normalement. Voilà. Donc là, on a un ensemble un site qui met en avant les bornes d'incendie où elles sont positionnées. Alors, ce n'est pas borne d'incendie, d'ailleurs, je crois le terme. J'apprends des fois aussi le métier, les points de l'eau. Oui, maintenant, oui. Ah ouais, je sais. Ça s'appelle des PEI, l'ensemble voilà. des points d'eau incendie. Et puis sur chacun de ces PEI, selon les informations, il peut y avoir plus ou moins de documentation qui est faite dessus. On sait que là, c'est un pied qui est au sol, il est positionné sur le comptoir. Tout ça, c'est de la donnée OpenStreetMap qui est aussi dans son vocabulaire, il est en anglais, mais dans la traduction et dans l'usage pour des gens, il est évidemment traduit. Mais là, en français, il y a plusieurs autres langues disponibles. Et la possibilité aussi, avec un compte, d'aller après modifier certaines de ces informations, si par exemple on est en capacité à connaître le diamètre, si on connaît la référence. Donc là, du coup, ça va alimenter. C'est quelques exemples parmi les gens que j'exagère, mais je pense que si on parle de milliers et milliers de possibilités de sites diverses qui existent. Là, je vous en choisis quelques-uns un peu emblématiques. Overpass, donc tout à l'heure je vous ai montré que GeoDataLink, ça permet de récupérer sur les thématiques un certain nombre de données. Ça marche sur les thématiques qui sont déjà définies par GeoDataLink. Si j'ai envie de connaître, alors comme moi je ne suis pas informaticien, je vais me faire de ça, par contre je connais les mots. Est-ce qu'il y a des bancs à Asparin? Donc ça c'est l'attribut pour dire amenity égale bench. C'est l'attribut qui va permettre de décrire un banc dans la base de données. Je ne sais pas où je suis pas au-dessus d'Asparin. Si. Ah non, je suis à Lens. Bon, il y a des bancs à Lens. Donc chacun des points qui est apparu là, c'est un banc. Celui-là, en plus, il a un dossier. Donc ça, c'est de la donnée qui est dans le compte. Donc là, je l'ai fait sur les... et ça, c'est vrai pour toutes. Je peux récupérer ces données, je peux les partager. Donc là, on est sur des exemples. Alors, je l'ai fait sur... si je vais... Hop. C'est petit, hein, vous ne trouvez pas aussi? J'y suis. Ouais. Si je décide, je vais tenter, là c'est la dédicace. Donc, je cherche les magasins à Asparin. Enfin là, je l'ai demandé juste dans la zone d'interrogation de l'endroit où je me trouve. La zone qui est interrogée, c'est la fenêtre que l'on voit. Donc ça, c'est
ce qui concerne les magasins à Asparin. Là, on a, qu'est-ce qu'on a? On a un gamme vert. Et puis là, on a un supermarché. Et puis là, on a une. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer, mais là encore, on est sur un exemple d'interrogation des données OpenStreetMap avec un langage d'interrogation qui va nous permettre. Là, je fais des choses très simples parce que je ne sais pas faire beaucoup plus. Mais en gros, là, je peux aussi dire je ne veux que les magasins qui ont été modifiés au cours des 6 derniers mois. Ou, enfin, le langage d'interrogation, il peut aller assez loin, mais il permet effectivement d'avoir aussi des remontées d'infos. Toujours pareil, s'il n'y avait eu aucun magasin renseigné sur Asparin, rien ne serait remonté. Donc, on est toujours aussi dans cet aller-retour entre il faut des êtres humains pour ajouter ces informations pour qu'on puisse aussi avoir la possibilité de s'en servir. C'est cet aller-retour qui, des fois, a un côté qui peut être déceptif chez OpenStreetMap. Je vais récupérer plein de trucs. Voilà, si personne ne l'a dit, non. J'ai besoin de tel truc, je vais le faire dans mon coin. Ah ben là, c'est sûr que je serai le seul à m'en servir. Je vais le faire dans OpenStreetMap, peut-être que d'autres vont les compléter, vont rajouter, vont mettre, et que je... Voilà, donc là, c'est vraiment aussi sur ces choix-là d'orientation de quel est ce pot commun que j'utilise au niveau de l'autre. Il y a un langage de requêtage spécifique OpenStreetMap avec des gars qui, dans le métier, de faire des requêtes. Là, il y a derrière la personne qui bosse et qui a développé le service Overpass, je crois que c'est son activité pro. Je ne sais pas exactement où est la limite de. Alors, c'est pas ce service-là, il n'est pas payant, il est en ligne directement. Je pense qu'il développe des services à côté, d'expertise autour de OpenStreetMap. Il est allemand, je crois. J'ai plus son nom. C'est pas très grave. Et il y a des gens qui ont effectivement, il y a tout un langage qui a été déployé pour faire de l'interrogation de ces données. Ce qui est intéressant, c'est sur une requête complexe, tu peux éventuellement la faire, annoncer le métier, Oui. Et tu as des options d'enregistrement de ces requêtes ensuite. Tu vois, tu peux ensuite adapter, c'est plus facile d'adapter, changer un tag dans une requête complexe, c'est plus faisable. Et la carte voiture, la carte qui est fédérée, là, on a le droit d'utiliser à des fins commerciales. Alors, quelle carte? Celle-là, par exemple. Alors, celle-là, on ne génère que ça, mais il n'y a pas vraiment de carte générée là. C'est surtout pour récupérer ces données-là. Là, tu récupères un CSV comme tout à l'heure. Oui, mais là, par exemple, la carte qu'on a affichée avec des points géolocalisés. Oui, ça, c'est juste pour les voir, mais. Ouais. Mais en termes de licence, on a le droit de l'exploiter, c'est de licence. Voilà, tout est en licence ouverte et en licence libre, et les données sont en LDBL. Donc, tout ça, ça veut dire que vous avez des droits d'usage commerciaux. Par contre, le fait de mettre le résultat de votre requête Overpass en se servant du site Overpass, tout ça, ça, à mon avis, doit être limité dans l'usage et compagnie pour justement éviter que ces serveurs soient détruits par trop d'usage. Après, se servir de ce serveur pour avoir y lancer des requêtes, y compris en API, en IREC, ainsi de suite, pour récupérer les données, pouvoir les travailler, tout ça. Tant qu'on est sur des choses qui sont raisonnables, il faudrait aller lire plus précisément les clauses d'usage. Il n'y a aucun souci pour faire des démonstrateurs, pour faire des tests, pour voir, pour comprendre. Après, quand on a besoin sur d'autres éléments, j'allais dire, mais il y a aussi des services. Une énorme boîte allemande qui s'appelle GeoFabric a énormément de mise à disposition de services, justement, qui permettent aussi d'avoir des récupérations de données, et ainsi de suite. Et nous, ce que l'on fait aussi, nous, ce que l'on fait aussi dans les services qu'on met en place de cartographie, c'est que la cartographie se sert sur une API. Donc, ces données, elles peuvent être utilisées par d'autres personnes que la carte. On peut regarder les passages piétons sur Asparin. Il peut y avoir, voilà. Et pour construire, je finis sur des requêtes, quelqu'un comme Antoine Rix de Cartocité, qui est une boîte de géomatique à Nantes et qui travaille sur le principe map, a fait énormément de tutoriels pour ça et, si besoin, fait des prestations de formation à Overpass, de formation au langage et à l'interrogation. Je ne sais pas s'il fait des prestations de, entre guillemets, juste livrer la requête, mais bon, ça, c'est facile.
pardon. Adrien te demande si tu peux regarder les passages piétons sur Asparane. Tag crossing. Alors, écoute, il y en a quelques-uns. Mais ça, ce sont les passages. Alors, ce n'est pas exactement Asparane parce que je n'ai pas dit de faire la requête que sur l'emprise d'Asparane. Mais c'est la requête sur la fenêtre visible ici. Et chacun de ces points après, alors évidemment, entre guillemets, les évidences sont mieux à lire. Si je clique là-dessus, j'arrive sur le point sur OpenStreetMap. J'en suis à sa version 4. Qui a été modifié il y a 4 mois. Il y a 4 ans, ça a été modifié par Pachanka. Redfox, en version 2, avait fait une modification il y a 9 ans. Et Chemin, il y a 11 ans, avait ajouté ce passage piéton. Et donc ça, c'est ce que l'on a à chaque fois. Et là, je pourrais récupérer même plus d'informations ici directement. Mais en fait, quand vous connectez, je peux récupérer qui est le dernier à avoir fait une modification. Enfin, il y a énormément d'interrogations sur les métadonnées possibles aussi. Voilà. Et pour quand même aussi dans les possibilités de récupérer les données, il y a un super plugin QGIS qui s'appelle QuickOSM que je trouve plutôt intéressant. Qui utilise le même langage qu'Overpass dont on a vu tout à l'heure, en gros, et qui permet de récupérer les données directement dans QGIS étant une application métier de géomaticien. Pardon. Voilà. Donc c'est le monde propriétaire, c'est ArcGIS, et le monde logiciel libre, c'est QGIS. Aujourd'hui, QGIS, par exemple, fait partie des logiciels qui sont de plus en plus soutenus, enseignés dans les universités et ainsi de suite. En effet, il est aussi disponible gratuitement, même si ce n'est pas une obligation des logiciels libres, mais celui-là est disponible aussi gratuitement, donc c'est plus facile pour former du monde. Ça va? Des fois, j'ai l'impression de faire un marathon, alors j'ai une imagine pour vous. Ouais, c'est bon. Comme Emmanuel l'avait mis dans la présentation des choses qui devaient être, qui allaient vous être présentées tout à l'heure, mais en étant aperçu que j'avais oublié de le faire, j'ai fait donc une page basée sur compléter des exemples basés sur l'invitation que vous avez reçue. Montpellier Métropole, sur cette question-là, a fait depuis longtemps des travaux sur l'intégration des données, en particulier du filière routier. Je parle sous le contrôle. Ouais. Et donc, récupération des données OpenStreetMap pour après avoir mis en place des étapes de validation et les intégrer dans leur propre système d'information géographique interne à la collectivité. Ils n'intègrent pas directement les données OpenStreetMap dans leur système d'information géographique. Il y a une étape que eux valident pour les avoir. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir cette assurance d'une donnée qui entre dans leur système d'information géographique, validée à un moment donné. Pas parce qu'il y a Moustache 38 qui a ajouté une rue quelque part. Et peut-être que Moustache 38 est à 99% de chances d'être juste ce qu'il a ajouté. Mais quand cet impasse est ajouté, ils veulent pouvoir le voir pour dire ouais, j'ai vu, je jette un œil, j'envoie un collègue vérifier, je l'intègre, c'est bon. Et du coup, ça a été signalé, ça a été mis en place, et du coup, il le récupère. Donc, c'est le Montag, qui est un outil, un logiciel qu'ils ont développé pour ça, et utilisé à Montpellier, c'est utilisé également à Brest, je crois, il me semble, à Clermont. Et ça fait partie d'étapes que l'on met dans les cartographies que l'on fait dans le champ du tourisme des collectivités. On a aussi des étapes de validation. Cette étape de validation de responsabilité éditoriale, dans notre cas, pour la publication en ligne, ou là, pour une validation, pour l'intégration dans le SIG, ces étapes de validation, elles sont nécessaires et normales.
où il n'y a pas de validation, et c'est souvent ce qu'il faut faire, c'est quand on l'ajoute dans OpenStreetMap. Mais ça peut être obligé après. Mais par contre, quand on l'intègre dans son propre SIG, on fait ce qu'on veut. Après, si on décide de valider ou pas, ça c'est chacun qui applique aussi les règles qu'il met en place. Si vous avez envie de faire des cartes locales, papier et numérique, vous avez par exemple en automatique en ligne, MyOSmatic, vous définissez une emprise, vous définissez. Il ne fasse pas. C'est grand. Hein? C'est grand. Alors, un tout petit, ouais, qui calcule moins de temps. Une petite commune. Bonloc. Juste à côté, Bonloc. Allez, moi, Tout petit. ah, j'ai vu passer, je crois. Bon, là. Ah, ben, ouais, elle a été faite il n'y a pas longtemps. Là, comment je vais créer une ou deux Bonloc, juste pour vous montrer. Hop, donc. Voilà. Je ne vais pas passer sur toutes les options, ainsi de suite, hein, mais vous pouvez faire des choix effectivement divers et variés. C'est forcément limité, c'est le service. Enfin, forcément, vous avez beaucoup de choix déjà. Mais là, je vais faire du vélo et je vais rajouter les caméras de surveillance et les. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup à Bonloc, hein, mais voilà les deux surcouches. Je vais choisir je vais choisir mon format d'affichage et comme je vais essayer de faire quelque chose qui ne dure pas trop longtemps, pas le temps trop grand, j'aurais pu choisir d'avoir un index des rues, des principaux établissements. Voilà. Et là, je génère avec un peu de chance, si c'est vraiment facilement ça, pas de long. Et donc là, il va travailler, il va fournir un PDF, il va fournir un SVG qui peut être modifié aussi par la suite. Là, on est sur un service en ligne qui a son avantage d'être là et les limites de ça aussi. Je ne crois qu'il réfléchit et après on peut y revenir. Vraiment, si vous voulez aussi faire des choses en ligne. Saint-Jean-de-Luz, on est servi pour faire une carte pour les fêtes de Saint-Jean. Ouais, ça peut être pour des besoins ponctuels de quelque chose. Ils ont repris le fond vectoriel après, ils ont modifié et ils ont mis après en bas la référence OpenStreetMap Contributor. Ah, super. C'est pareil. On va dire que dans les obligations autour de OpenStreetMap, la plupart du temps, l'obligation, c'est de dire contributeur OpenStreetMap. Nous, ça se fait dans toutes nos cartes. Donc, que ça soit sur du print, que ça soit sur du web, à minima, à partir du moment où on utilise soit des fonds de carte basés sur les données OpenStreetMap, soit des. Voilà. On affiche OpenStreetMap, contributeur OpenStreetMap, voilà, c'est quelque chose, on dit d'où ça vient. Et c'est vraiment aussi le retour à la communauté, de dire je sais que ça vient de chez vous, et vous savez, il y a 2 millions de personnes, hein. Du coup, ça fait du monde qui regarde et qui sait qu'il faut qu'il y ait un contributeur OpenStreetMap. Et sur la version numérique, les cartes, ça le fait automatiquement, non? Ça dépend quelle librairie, quel logiciel, ainsi de suite, mais il n'y a pas d'obligation. Sur une carte web en ligne, si vous utilisez Leaflet, qui est une librairie, par exemple, pour intégrer les cartes à distance, il faut renseigner quelque part le fait que la source vient de OpenStreetMap. Il y a des moyens après. J'ai une bêtise, et il y a des moyens après de détecter des choses comme ça, mais il y a toujours le fait de devoir le renseigner quelque part, donc ça vient quand même. Parce qu'il n'y a pas d'automatisme, parce que Leaflet sert à d'autres types de cartographie que des cartes provenant de OpenStreetMap. Ça peut permettre d'afficher la VD retour de l'IGN, ça peut permettre d'afficher. Ce petit bout de code ne peut pas contenir l'ensemble des informations. Sur UMAP, là, oui, vous l'avez, parce que c'est un service qui est proposé par l'association OpenStreetMap France, donc oui, en bas, sur chacune des cartes qui est faite, si je crée une carte ici, vous avez ici les informations relatives à le fait que ça provient d'OpenStreetMap et des informations même là, sur le fond de carte.
Là, quand vous faites ça, vous utilisez des fonds de cartes, juste. Hein, vous pouvez rajouter des points par-dessus, mais je voulais quand même les montrer, ceux-là, pour éviter de voir des cartes visuelles. Parfois, il n'y a qu'un point. Bon, faites-le juste avec une map. Et voilà donc notre plan. Voilà, donc d'abord, là, il y a au moins 2 bornes d'incendie documentées. Est-ce qu'il y en a plus, monsieur? Non, non, dont l'une, la particularité, si je me souviens bien, c'est une bouche d'incendie, c'est-à-dire qu'elle est à sol. Alors là, ça me donne envie de le dire, mais on va le faire. On le fera après, pour savoir si c'est documenté ou pas, puisqu'il y a la possibilité de dire que c'est souterrain, colonne, ainsi de suite. Hein, donc. Je ne sais pas par contre si la représentation va prendre en compte le fait que ce soit souterrain, visible ou pas. Ça, c'est autre chose. Tout ça, c'est des endroits différents. La représentation graphique est un choix aussi. Ça pourrait être, des jolis briquets à la place. C'est juste des choix. Non, mais je fais exprès, mais c'est des choix sémiologiques d'avoir choisi cette forme-là. Et de prendre en compte ou pas le fait que ça soit souterrain sur le territoire et tout ça, peut-être, peut-être pas. Quand même, pour vous parler un peu de tourisme aussi, ou de collectivité, là j'ai mis 2 exemples. L'ordre d'attractivité dans l'un des sites que nous portons avec territoriaux, et c'est qu'il n'y en a pas 150 aujourd'hui qui utilisent comme ça à la fois la donnée acquis, sur un soft, et de la donnée OpenStreetMap sur des cartes. Donc si on est sur, que ça soit là la carte du tourisme des Landes, on a un ensemble de données effectivement qui proviennent du SIT, du système d'information touristique, de la base de données métiers du tourisme. Et on a aussi un ensemble de données qui proviennent OpenStreetMap. Donc, par exemple, on peut savoir pour l'instant que dans les Landes, autant que la documentation et l'information a pu être renseignée, là, on est en train de casser le réseau, non c'est bon, on a 1480 parkings à vélo dans les Landes qui sont documentés, qui sont renseignés dans OpenStreetMap, sachant que ça c'est la carte. Mais tout le travail il est dans la construction d'une communauté qui a consisté à former plus de 50 ou 60 agents de tous les offices de tourisme des Landes, dans le cadre d'un projet avec le comité régional, avec la MONAL, avec tout le milieu métier aussi, et pour avancer dessus. Et donc là, on a des gens qui sont aussi aujourd'hui, en l'espace d'1 an et demi, on a 12 000 ensembles de modifications qui ont été menées sur des points d'intérêt sur l'ensemble du territoire par les agents en poste des offices de tourisme. Et donc, ce n'est pas une personne, hein, c'est où il y a 50, 60, 70 personnes, je ne sais plus, on pourrait aller voir. Une fédération de contributeurs. Et c'est des contributeurs qui participent dans OpenStreetMap. Certains, sur les 50 ou 60, allez, ils ont fait 3 contributions le jour de la formation parce qu'ils sont gentils avec moi. Et puis ça s'est arrêté là. Enfin, voilà, on ne va pas non plus. Mais par contre, il y en a d'autres, ils commencent à être bien atteints. Et donc, ils ont, en termes de POC et de contribution, par exemple, tout ce qui est Landes Atlantique Sud et la région de la Max, la Concom de la Max, ils ont fait un boulot sur les données, mais aussi sur le filaire, sur la voirie et tout ça, parce qu'ils ont fait une mise à jour dans le patrimoine de toutes ces données, à la fois pour avoir leur propre site à l'office de tourisme mis à jour, mais aussi parce qu'ils ont des cartes papier derrière, c'est des suites basées sur ces données. Et on a fait la même chose, et c'était pour sortir une fois d'Aquitaine quand même. Là, on est dans la Manche. Donc là où on a travaillé sur quelque chose qui reprend aussi plutôt à viser service public et collectivité. Donc c'est la Comcom qui porte le service d'information. Donc là, c'est pareil, on a formé des agents de la collectivité qui ont contribué, qui ont ajouté des points d'affaires volontaires, qui ont ajouté l'institution. Et qui font, là, aujourd'hui, une carte qui met en avant, alors aussi des données, mais ça, c'est leur choix, qui proviennent de Tourin Centre. Donc, de la base de métiers qu'ils utilisent eux aussi là. Donc, il y a à la fois de l'information qui est une information métier, et il y a aussi de la donnée, qu'est-ce que je vais prendre ici
écoles élémentaires. Et là, les écoles élémentaires, elles sont, et les informations qui sont affichées proviennent d'OpenStreetMap et sont documentées dans OpenStreetMap. Donc on s'en sert là parce qu'ils en avaient besoin. Mais c'est aussi du coup sur tous les fonds de cartes qui utilisent OpenStreetMap et qui sont utilisés d'un point, ben, on voit qu'à cet endroit-là, il y a une école, on voit que, ben, j'ai dit ça, mais c'est l'état de pique-nique, les bornes, les points d'eau, les c'est-à-dire que ce que l'on met à un moment ben, est réutilisé aussi ailleurs. Après, on le met parce qu'on en a besoin à ce moment-là. Pierre, qui a travaillé à la contribution ici, c'est parce que ben, il avait des objectifs de faire une cartographie qui faisait apparaître un certain nombre d'informations, et il a bossé dessus, et il a cartographié dans OpenStreetMap, et il s'y est mis. Et... Voilà, il y a aussi il y a un travail que fait. Par contre, cette donnée, aujourd'hui, les arceaux vélos, les pistes cyclables et tout ça, bah, du coup, GeoVélo, qui est en train de bosser avec la Normandie Sûre, bah, ils les ont aussi dans leur application, elles sont utilisées. Et ainsi de suite. Du coup, cette donnée contribue à une fois, et là aussi des multi-usages derrière le fait. Alors, ben, ça dit plein de choses. Hein. Ça peut faire écho avec pas mal de choses sur tout ce qui est l'animation du territoire, la navigation numérique aujourd'hui. Donc là, on est aussi sur comment on s'approprie des outils, comment des outils numériques, comment on contribue ensemble dans une base de données, voilà. Mais tout ça, ça se pense aussi petit à petit et ça se construit petit à petit. C'est l'occasion de bosser, on bosse avec les tiers-lieux, on bosse avec les lieux de mutation numérique, enfin, c'est aussi tout cet écosystème-là qui se pose des questions sur comment je peux avoir des données, comment je peux les réutiliser, quitte à en créer, autant les créer pour d'autres aussi. Voilà, il y a aussi tout ce champ-là. On fait entre autres, il peut y avoir des cartes parties avec des agents et des citoyens du territoire, ce que l'on a fait un certain nombre de fois, qui sont des temps ouverts de contribution au OpenStreetMap. Il peut y avoir des formations plus spécifiques, des sujets plus techniques et définis, mais ça, après, ça se discute et ça se construit aussi. Et parce qu'on a parlé tout à l'heure des métis, je voulais quand même aussi là montrer un exemple d'un rendu quand on a montré ce rendu l'autre jour, je discutais avec des gens de Suède. Alors, c'est pas pareil que j'en montrais, pardon. Mais on montrait le rendu OpenInfraMap, qui est un rendu international qui est porté par plusieurs personnes partout là. Je ne sais plus exactement, mais là, on est sur le rendu de tout le réseau électrique et de tout le poteau, les lignes, mais aussi les transformateurs. Et donc là, par exemple, je suis allé, je ne savais pas, hein, j'ai choisi Asparin tout à l'heure, mais du coup, ben là, il y a un panneau solaire. Voilà, alors, là, il y a un transformateur. Et donc là, on est encore une fois la base de données OpenStreetMap, de mon côté, et le choix de mettre en avant et de mettre en exergue certains types d'informations. Et donc c'est aussi sur ça que certaines choses autour des métis, c'est forcément quelque chose qui les intéresse parce que bah, ça veut dire aussi. Tout ça, c'est des choses qu'on voit aussi dans l'espace public. Hein, les transformateurs, c'est attention, danger de mort. Vous voyez, des trucs comme ça. Mais voilà, la plupart du temps, c'est cela, les armoires électriques, ainsi de suite. Mais sur d'autres zones, il peut y avoir les lieux de production. C'est là. On se lève des tables solaires encore. Bon, voilà, le point est ensuite. Mais là, on est sur voilà, un rendu particulier aussi. Et donc, de nouveau, couvre effectivement toute la base de données. Ok. Là, j'ai plus que 2 transformateurs. Ça va? Est-ce que vous avez besoin d'une pause de faire. Oui, c'est 16h24. C'est tout, hein. On est d'accord que c'est 17h la fin? Est-ce que vous avez besoin de tourner sur vous-même? Moins le quart, Donc un quart d'heure. Bon, plus de pause. Donc,
parmi les questions, il y avait aussi donc, effectivement mettre en commun et utiliser ces données, tout ça, mais une des grandes questions, c'est aussi comment de quelles données j'ai besoin et comment je peux y contribuer. Vous avez vu tout à l'heure des sites qui montraient aussi qu'on pouvait contribuer, en tout cas en compte directement sur des sujets thématiques, ainsi de suite. Là, ça, c'est une petite liste d'autres outils qui vont permettre de contribuer à OpenStreetMap. Je ne vais vous pas tous les montrer, mais IT, celui-là, c'est celui que l'on rencontre quand on est. Allez, donc, là, vous voyez, je suis connecté. Ça se voit parce qu'il y a mon nom. Si je passe en mode de modification, je peux faire deux types de modifications et entre autres, je peux le faire avec l'éditeur intégré au navigateur. Quand j'utilise ça, donc je suis dans ce que l'on appelle l'éditeur ID en ligne, je vais pouvoir avoir à la fois la donnée OpenStreetMap directement visible. Voilà, là j'ai une poubelle pour piétons. Là j'ai une route. Et là j'ai un bâtiment. Et puis, on peut mettre des piétons. Hein? C'est une poubelle pour mettre les piétons, c'est vrai. Il y a une problème, c'est vrai? Oui. Alors, faisons. Puisque c'est de chez toi. Hein? Donc cette poubelle, elle n'y est plus. Alors là, on a un truc qui est très compliqué. Attention, le fil droit. OK, je le mets à la poubelle. Alors, là, je vais le faire que sur un point. Si vous devez commencer tout seul dans votre point à éditer la donnée, faites-le que sur des petits points, pas trop de modifications en même temps. On sauvegarde, on dit cette poubelle n'existe plus. Là, on n'a pas besoin, hein, on s'adresse aux contributeurs du point, hein, on n'a pas besoin de passer en anglais, on n'a pas besoin de ainsi de suite. Hein. Cette poubelle n'existe plus. Là, je joue ma réputation, hein, parce que c'est enregistré en tout ça. J'envoie, cette poubelle n'est plus dans le passé. Mais là, le temps de trajet, c'est à peu près d'ici aux Pays-Bas, où il y a l'hébergement des serveurs de la base mère. C'est à peu près ce temps de trajet, putain, de différence. Et donc, quand je reviens sur OpenStreetMap, je suis déçu parce que je vois toujours la poubelle. Parce que ce rendu cartographique, lui, il est calculé à partir des données. Donc ça va prendre un petit moment pour se modifier, ainsi de suite, mais ça va prendre de 3 à une demi-heure. C'est rien pour la mise à jour rapide. Mais sur d'autres sites, ça va peut-être mettre 10 ans parce qu'ils ne mettent jamais à jour leurs données. Sur notre site, ça va être tous les jours, une semaine. Là encore, ça c'est vraiment aussi le site OpenStreetMap.org, il est là en mode démonstrateur, donc il va vouloir montrer ça très vite. Et c'est pareil, l'usage des tuiles OpenStreetMap.org, elles sont cadrées par des règles d'usage, des règles, des policies, ainsi de suite, qui sont, on n'utilise pas ces tuiles comme ça. C'est pas parce qu'elles sont quelque part qu'on s'en sert. Elles ont un cadre d'usage défini et qu'on accepte normalement à partir du moment où on utilise ces fonds de cadre. Donc ça, c'est vraiment, et c'est intéressant, c'est pas mal. Là, il y a aussi, la pratique a été quand Google a dit qu'il devenait payant, on trouve autre chose, on récupère des données ailleurs et on ne se pose pas de questions, c'est gratuit, on s'en sert. On n'est pas tout à fait dans les mêmes, vous l'avez compris, on n'est pas tout à fait dans les mêmes modèles, dans les mêmes façons de faire, ainsi de suite. Donc voilà, il y a aussi, par exemple, sur l'usage des tuiles, là c'est la fondation, c'est des bénévoles qui mettent à disposition des tuiles. Pour la première fois en mai, a été embauché une personne à temps plein sur la partie technique au niveau de la fondation OpenStreetMap. C'est la première fois qu'il y avait quelqu'un qui a arrivé. Jusqu'à maintenant, ça ne marchait que sur du bénévolat et sur la contribution volontaire. Partie technique d'OpenStreetMap, de la fondation, des tuiles et des serveurs. Petite question, c'est le dernier contributeur qui avait mis est-ce que lui reçoit un message ou non, il n'y a pas de... Il n'y a pas cet endroit-là de notification par rapport à la suppression, ainsi de suite. Il y a des moyens après, par contre, si quelqu'un fait quelque chose, de pouvoir discuter avec lui sur ce qu'il a fait. Donc là, par exemple... Tu as moyen de surveiller une zone aussi. Et je pense à des points sensibles pour les gens Oui, si tu aimes cartographier autour d'un parallèle, tu as envie de surveiller autour de ta ville ce qui se passe, tu as des outils qui te permettent de le faire et de recevoir régulièrement
je ne dirais pas des alertes, mais voilà, une liste de mise à jour géolocalisée. Et c'est comme un fil RFP, si tu veux, des flux RSS. En fait, ça génère des flux RSS. Et tu viens voir ce qui s'est passé sur ton territoire de surveillance. Tu commences à être toqué, hein, parce qu'il faut dire que c'est un peu comme les flux. L'Agence française de presse. Ils regardent les flux RSS. Oh, ouais, chouette. Là, si je prends par exemple ce groupe de modification, c'est celui que je viens de faire avec des belles fautes, ainsi de suite. Si quelqu'un là, dans ce groupe, je vais recevoir l'info et je vais être modifié par mail, effectivement, quelqu'un de communication, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment tout le travail de discussion et d'échange qu'il peut y avoir aussi au niveau de la communauté à travers ces outils et d'autres outils de signalement d'erreur. Ah non, là, j'aurais pu juste signaler une erreur en disant que cette poubelle n'existe plus. Et quelqu'un qui sait faire aurait supprimé, aurait, s'il en a le temps, l'envie et la dispo, supprimé la poubelle. Il y a aussi plein de niveaux comme ça. De possible en fait en termes de contribution et aussi de mise à jour de données. C'est pour ça qu'il y a de la mise à jour aussi de données. Il y a des gens qui ne savent pas forcément contribuer, mais qui savent par contre signaler des choses. Dans les seules recommandations que j'aurais à faire, c'est à minima se créer un compte pour être tenu au courant. Quand on crée une note, quand on fait quelque chose, être tenu au courant de ce qui se passe autour de ce signalement. Parce qu'on peut faire des signalements anonymes. Ils sont très difficiles à suivre dans le temps, la validité, ainsi de suite. On peut les croire, même s'ils sont admis des signalements d'erreur et tout ça. Sauf que si on pose une question, la personne ne revient pas pour voir si quelqu'un lui a posé une question. GeoSL, c'est la même chose, un peu plus chevelu et avec mais je aussi partage. Mais en même temps qui est beaucoup plus pratique pour faire des opérations en quantité, en volume, ainsi de suite. Pour ceux qui connaissent QGIS ou ArcGIS, on va dire que GeoSL se rapproche plus d'outils professionnels de géomatique, mais à viser d'édition OpenStreetMap. Et donc, à la fois des parts de numérisation par rapport à la photographie aérienne, mais aussi sur l'analyse qualité des données, sur tout un tas d'outils qui vont aussi qualifier et contribuer. Et puis, il y a toute une série d'applications aussi. Il n'y a pas du coup de contributeur massif qui envoie directement des données. C'est interdit. C'est le contributeur individuel pour toutes les données. Alors, il y a des règles sur des modalités d'édition et d'intégration de données, mais ça suit tout un processus pour dire, ben voilà, moi les données, je veux intégrer ces données dans OpenStreetMap, ou pour les intégrer, alors déjà je le rends public, je le documente, j'explique ce que je vais faire, je le communique à la communauté, et en disant, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de doublon, qu'il n'y ait pas déjà de l'existant, et donc je ne vais pas écraser l'existant parce que je le fais comme ça. Enfin, il y a tout un processus. Ce n'est pas de l'import, allez, je balance tout, justement. C'est quand on parle plutôt d'intégration, c'est ça. Par exemple, les bases d'adresse locales. On prend un sujet, les bases d'adresse locales, c'est pas je prends la base et je la jette dedans. C'est je prends la base d'adresse locale, je vérifie déjà si elles sont bien positionnées, parce que c'est pas parce qu'elles sont certifiées qu'elles sont correctes. Je vérifie qu'elles se positionnent bien aussi à l'endroit où elles sont positionnées, qu'il n'y a pas déjà des points d'adresse à cet endroit-là. Et à partir de là, on peut commencer à intégrer et à envoyer ces données-là, mais parce qu'on a fait une vérification. Donc, il n'y a pas d'automatisation de données. Du coup, pour rester dessus, est-ce qu'il n'y aurait pas des processus à construire pour que, venant notamment de bases nationales de référence, ils puissent avoir, avec certains garde-fous, des transferts massifs, qui permettraient juste d'avoir, de ne pas avoir plusieurs. Absolument, il y a une base nationale qui est renseignée, ne pas l'avoir en bénéfice après sur OSM, mais attendre que certains contributeurs viennent. Donc, c'est mieux de. Théoriquement, on pourrait construire tout ça, sauf que le mettre en place, ne se fera jamais. Et quand je dis ça, c'est pas, je ne parle pas de OpenStreetMap France ou quoi que ce soit, parce que c'est pas
L'association n'a rien à voir. C'est la communauté des contributeurs, à mon avis, vu tous les cas d'import de tout type. Hein. Je ne parle pas que balle, je ne parle pas du tout ici, je parle, là, c'est très général. Vu les niveaux de qualité fréquents rencontrés, ainsi de suite, les imports massifs, même avec une donnée certifiée, l'État et tout ça, ça passe pas. Quoi. Après, il y a des outils qui vont faire de la comparaison. Il y a des outils qui vont dire, aujourd'hui, on a des outils qui font des comparaisons automatiques avec la base de Sirène, avec la base Finesse, donc Sirène, le métier, Finesse, tout ce qui est équipement et établissement de soins de santé, avec les bases de parking. Enfin, il y a des tisanes de base qui sont comparées au niveau et des outils qui peuvent faciliter l'intégration. Il y a aussi. Après, l'import tel que ne rentrera pas dans les pratiques de conteneurs, parce qu'on n'arrivera pas à faire bouger. Et quand je dis ça, même pas si c'est souhaitable, pas souhaitable, j'en sais rien, mais on ne fera pas bouger la communauté sur ça, de mon point de vue. Après, il y a des outils qui sont des outils qui vont permettre de faire sur toutes les communes de France une analyse de comparaison des les Orcs, parce que j'ai discuté avec le père Orcs, c'est la dernière que j'avais enregistrée dans les Landes. Là, il y a une comparaison des données qui sont effectivement côté Fantois, côté OSM, les données panneaux, avec des outils de pré-remplissage qui permettent de faire l'ouverture de, je montrais tout à l'heure JOSM, je parlais de JOSM qui vont permettre d'ouvrir cet outil, et donc de faciliter la saisie et l'envoi après dans donc, les outils, il y en a aussi plein qui existent. Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un univers et dans des mondes qui n'ont pas encore complètement appris à se parler. Et donc, ça prend petit à petit. Ce qui est intéressant, c'est que la remarque sur comment je fais quand mon log me dit que ce n'est pas sur la carte OpenStreetMap, pour en avoir discuté avec il y a Sophie Ferré, je ne sais plus qui était à mes adresses là. Ils ont les mêmes demandes chez eux, et nous, on a les mêmes demandes sur l'adresse contact de votre équipe. C'est-à-dire que ce besoin, il est identifié, et on arrivait avec la personne de mes adresses à la même conclusion. C'est quand même fou qu'on soit dans ce besoin effectivement d'avoir tout en décodage tout ça. Il n'empêche, le choix de la LO pour la base d'adresse a fait aussi que, par exemple, on ne peut pas récupérer les données de OpenStreetMap pour les compléter. Donc ça, c'est une impossibilité dans le choix de la licence de départ, licence ouverte. Et après, le processus fait qu'effectivement, il n'y a pas d'intégration immédiate dans OpenStreetMap. Après, il y a des choses qui commencent à arriver. Hein. L'ajout de la panne avec les données OpenStreetMap pour agréger en une seule base de données. Il y a, en termes de services et de réflexion pour optimiser tout ça, il y a des choses. Ça ne sera pas demain que je suis d'accord. Ce sera l'équivalent du travail Wikipédia avec les données, par exemple. C'est ça. Donc, je comprends tout à fait. C'est juste de réflexion, de proposition avec et quand les ressources sur leur commune et leur compétence n'existent pas. C'est après d'appliquer des intégrations individuelles comme ça sur l'échelle de grands territoires, et puis pour certaines communes qui ne sont même pas accompagnées par des CI qui ont des accessibles, ou la question par tout autre. Mais en fait, c'est vraiment tout ce. Mais ce bruit se construit parce qu'à un moment donné, au début de la création de la adresse nationale, la constitution du comité de pilotage, il faut imaginer quand même, je crois qu'il y avait l'IGN, la Poste, la DGFI. Et puis ils ont invité peut-être la France 14, je crois. Donc on a quand même un peu lourd, hein, là, et puis ils ont invité 2 personnes bénévoles à faire partie du comité de pilotage de la base d'adresse et de sa licence, ainsi de suite. Sauf qu'on était là encore, on est sur des grands écarts entre des réalités. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait 2 personnes qui avaient des compétences, qui avaient la volonté d'accorder du temps sur ces questions-là et tout ça, et qui se retrouvent dans des réflexions, comité de pilotage, ainsi de suite, qui fait qu'au bout de quelques années, il y a eu un retrait. Le temps bénévole dans un pays est plus possible. Et donc, en même temps, il faut aussi que les forces et les espaces publics poussent à réfléchir à ce que ça soit mis en œuvre, aussi dans des bonnes formes pour des bénévoles, pour des professionnels, pour ainsi de suite. En ayant la perspective de se dire, bon, c'est quoi le truc durable aussi?
Là, quand on ajoute des adresses, effectivement, il y a plein d'endroits où c'est faux. Ouais, mais on les corrige et puis la prochaine fois, ça va être juste. Par contre, on ajoute une fois, il est utilisé dans Organic Maps, dans Mapsimi, dans OSMand, dans des applications, ainsi de suite. Aujourd'hui, la base, elle est utilisée par les services qui utilisent la base. Et après, il y a un travail d'initialisation qui est dur à faire parce qu'aujourd'hui, surtout ici, il y a beaucoup d'adresses qui sont créées, ce qui n'est pas forcément le cas partout, mais ensuite, à Bonloc, il va y avoir plus de 10 adresses par an qui vont être créées pour le code planning Bonloc. Ouais, ça va vite, la mise à jour. Faut-il créer en place quand même, et puis essayer de la tenir à jour. Si on a intervention, on parler de l'utilisation, l'intervention d'ESCO, par exemple, une adresse, on ne peut pas se permettre de dire, bah oui, elle était pas à jour à un endroit, donc il y a quand même d'avoir la panne est aussi définie pour qu'il y en ait une qui serve de référence. Oui, on ne va pas. Non, mais c'est tout ça là-dessus. Une fois que ça pose ces problèmes, c'est bon, là, publie ta base d'adresse. Et qu'il y a deux maisons qui se rajoutent, qui te dit qu'elle va aller publier. Et donc, si après, si tu as en OSM, est-ce que la base qui n'est pas publiée, mais qui est certifiée quand la commune est plus à jour que la personne qui a vu un numéro 2, et il y a plein de règles, en fait, qui sont très difficiles à voir. Pour la communication, alors que sur le coup, un peu moins. Encore une fois, c'est une question, je ne dis pas. J'essaie de trouver aussi une obligation légale, mais il n'y a aucune contrainte. Et il n'y a aucune contrainte de mise à jour non plus. Alors, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est une obligation légale que c'est fait. Parce qu'aujourd'hui, sinon, tout le monde aurait. Après, la première chose, ça serait. Il y aurait toutes les bases de toutes les communes de France. Ce qui est moins, mais d'être le cas. Un qui croit carrément. Et ensuite, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'animation sur cette donnée-là, mais qui dit que dans 5 ans ou 10 ans, il y a encore de l'animation et que les communes certifient toutes leurs nouvelles adresses et qu'il n'y ait pas des contributeurs qui mettent à jour des données dans OSM mais qui ne sont pas dans la base. Comment tu fais pour importer automatiquement dans ce cas-là? Après, là, alors, tu évoquais tout à l'heure autrement qui peuvent être. Désolé, Mais voilà, et ça c'était juste des comparaisons de différentes bases de données, mais ici là c'est une version moins intéressante que ça sur l'adresse. Voilà. Oui, c'est normal. On vous envoie ça. On vous envoie ça rapidement. De toute façon, je ne vais pas rajouter grand-chose à tout ça, donc je ne vais pas le temps. Et on a mis les droits. Moi, j'en profite juste parce qu'il y avait deux trucs, il y avait une dédicate pour Marion. Ouais, j'ai dit Marion, hein. Ouais, je t'avance. Ouais, parce que j'ai eu l'accord ce matin, donc je voulais montrer un projet sur lequel on a travaillé. Et il y a un équivalent, bon, il ne marche pas, c'est ça. Ouais, bon, non, mais acheter, si je ne sais pas écrire. Il n'est pas encore public, donc si vous y allez, vous ne pourrez pas en fait, arriver dessus. Mais là, on est vraiment sur l'objectif d'annuaire de commerce. Et là, c'est que de la donnée opérationnelle parce qu'ils avaient déjà, on se souvient, une très grosse culture et de la com sur ces questions-là. Et donc, il y a tout un travail qui a été fait d'intégration qui existait déjà pas mal, des données commerce, avec des données d'information de premier niveau. Hein, on n'est pas sur c'est combien de mètres carrés commerciaux. On est sur le nom, le site web, le SIRET, pour faire des rapprochements avec notre base de données de fait. Par contre, pour que ça devienne une donnée exploitable derrière. Donc, les horaires d'ouverture, parce que ça fait partie. Et donc, on rentre là sur ça et est en train de se constituer au niveau national aussi. Donc, la fin là, puisqu'on parle de ça, Banco, la base adresse nationale des commerces ouverts. Banco, alors là, attention, on a été dans la pensée de ce truc-là. Mais en gros, c'est de se dire qu'il faut une base d'adresse nationale des commerces, parce que bon, avec le DCCI et tout ça, un peu compliqué aussi en termes de mise à jour et de compétences et de temps. Hein, donc là, c'est se dire, ben, agrégeons les données d'un côté, essayons de dédoublonner, concaténons de la donnée ensemble aussi, dédoublonnons-la, construisons-la, mais aussi, surtout, construisons
construisons dans le principal. Hein. Ce n'est pas que agréger les différentes bases, c'est aussi les construire dans le principal. Et donc, avec des outils qui peuvent, par exemple, à Rennes, ils sont en train de travailler dessus avec la Comcom de Rennes. Il y a plusieurs cartons partis avec les assos de commerçants, ainsi de suite. C'est Jungle Bus et Adrien Paris qui travaillent dessus. Et ils sont en train de documenter les commerces, renseigner les commerces. Donc, voilà, là, il y a vraiment aussi sur quelques enjeux comme ça, des trucs assez marrants à plusieurs échelles qui sont en train de se faire. Et je crois que là, avec ça, j'étais. On pourrait aller voir. Je vous les mettrai dans les liens, mais c'est des analyses automatiques d'accès à des services. Est-ce que j'ai accès à un endroit où je peux manger de manière automatique? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, je le montre pour le dernier. On a des malades. Alors moi, je sais pas mais en gros, là, c'est quels sont l'ensemble des services que j'ai dans un rayon X mètres, ou de la seule carte à papier, je crois. Donc en fait, toutes ces données, elles commencent à être des données qui sont des données d'usage. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec ces données pour à vélo jusqu'où je vais, ainsi de suite, à quoi j'ai accès, à pied, et ça devient facilement, je dis facilement parce que j'en sais, mais parce que toutes les données sont quand même dans la même base. Oui, justement, ça doit être poussé, ça doit être poussé des choses. Là, j'ai les pistes cyclables, là, j'ai. Et ça, je trouve, c'est marrant parce que c'est des. Oui, mais ça t'accompagne plusieurs équipes de chercheurs aussi qui ont bossé sur ça, plusieurs mondes. Oui, Marie Ordoki, Christelle Gaucher. Automatiser les possibilités de projets de compréhension en fait, de son territoire. Mais oui, moi je suis derrière, avec le pompier. Et nous, si on sait, si moi je ne le fais pas, les pompiers, c'est encore ça. Ça va? Ça me. De toute façon, on arrive à ça. C'est la merde. Et là, il y a plus. Moi, je ne vois pas les gens sur la discussion. Tout le monde est parti, ça. Non, oui, alors, il y a des gens qui sont partis. Il y a encore là. Mais voilà, Adrien qui disait, je viens d'en ajouter 3 en dessous de la route de Chambourg, sur des passages pétons, donc on peut voir en direct entre les. Adrien Carpentier, évidemment, il rajoute des passages piétons plus. Et oh, t'es fou. Rajoute des points d'eau, toi. C'est plus facile. C'est plus facile de les voir en imagerie aérienne. Oui. Mais on On n'entend pas bien. Ouais, c'est le son, là, c'est là. Je ne sais pas qui a parlé, mais dans tous les cas, on n'a pas compris. Voilà, petit marathon un peu dense peut-être, ou pas, je ne sais pas. L'idée après de cet atelier, c'est que ça, disons que l'idée c'était que ça ouvre des perspectives pour faire des choses après. L'idée c'était de faire comme une espèce de grand sommaire. Ça éveille des questionnements, des possibilités. Donc là, l'adresse, il y a des questionnements. Donc ça veut dire des opportunités. Mais il y a l'idée pour nous, c'est de prendre date et de se dire bon, il y a des sujets intéressants, on va les retravailler plus en profondeur, quitte à refaire d'autres ateliers plus précis, plus ciblés, peut-être tester des choses directement, les restituer. Enfin, voilà, il y a souvent on aime bien fonctionner comme ça. Je pense qu'il y a des échelles de réflexion qui sont aussi comment. Des fois, sur une collectivité, on a du mal à trouver 10 personnes qui ont envie de se former au OpenStreetMap.
C'est Par peut-être contre, pareil. si on le fait sur 10-15 structures et tout ça, là, par contre, on peut plus facilement commencer à trouver plusieurs personnes. Imaginez aussi de la formation en commun. Enfin, pour moi, il y a aussi des étapes là qui sont des étapes à réfléchir. De fait, là, je suis en train de défendre mon activité pro, mais c'est pas forcément moi. C'est se dire on bosse dans une base commune. C'est pas pour rien. C'est aussi parce qu'il faut qu'on bosse à plusieurs. Et dans cette base commune, si on est plusieurs à se connaître de plusieurs structures, de plusieurs collectivités, tout ça, forcément, ça marche mieux aussi. L'enjeu, c'est pas moins qu'on a que les données. C'est vraiment les êtres humains en tout aussi se connaître, comment on fonctionne, comment ça avance. Et puis après, ça ne veut pas dire qu'on est tout le monde, ça veut dire bien évidemment, hein, mais il n'empêche que c'est aussi, c'est marrant quand un syndicat de gestion des déchets avec la collectivité et la commune ils sont en train de travailler à ajouter des données. La commune n'ose pas toucher aux données qui ont été ajoutées par le syndicat de. Et en même temps, on est dans le passé là, parce qu'il y a bord de point d'apport volontaire avec le sort. Mais bon, il y a tout un imaginaire aussi à travailler au fait de parler à plusieurs collectivités, structures, ainsi de suite. Ce qui peut conditionner des collaborations entre nous tous, c'est vraiment si on retrouve des croisements de projets et d'idées. Typique à Sparin, un jour, ils ont fait une carte du commerce, ils ont dit, mais l'office de tourisme, ils font pareil. Donc, bon, sur OSM, c'était plutôt efficace. On peut avoir aussi des approches communes ensemble. La base adresse, ça intéresse le 10, ça peut intéresser l'antique, ça peut intéresser plein de gens. Ça peut intéresser l'agglo. On peut croiser comme ça plein d'idées. Et nous, on peut en tout cas animer, déclencher des actions communes. Ça, nous, on peut s'en occuper. Et s'il faut aller chercher des subventions aussi, il ne faut pas hésiter parce qu'apparemment, il y a quand même des directives nationales. Donc, logiquement, il y a de l'intérêt. Après, il y a des choses très drôles, et là, c'est ce qu'on commence à voir avec 2 ans de recul sur les Landes. C'est qu'il y a effectivement tout un travail qui a porté, on va dire, sur le cœur de métier tourisme, dans les offices de tourisme, en termes de contribution. Mais en même temps, il y a eu toute une partie qui n'est pas directement au cœur de métier, mais qui était souvent des demandes par les touristes, que les offices de tourisme avaient. Et donc, par exemple, on a énormément d'améliorations sur les défibrillateurs, sur les pharmacies, sur les dentistes et les médecins. Parce qu'en fait, c'est souvent des choses, moi, l'office de tourisme du pays d'Armusat, quand on vient me demander, la personne à l'accueil, elle sait où est la pharmacie, elle sait l'horaire. Si elle n'est pas là, son remplaçant qui est là pour l'été, il ne le sait pas. Donc, c'était vraiment aussi dans cette logique-là de se dire, il y a tout un tas d'informations qui peuvent être mises à jour, partagées et maintenues à jour parce que c'est des besoins que les hôtels ont et qui en fait servent à plein d'autres. Donc les points d'apport volontaires, les mises à jour qui se font, c'est des demandes parce que les touristes ils veulent savoir où ils trient leurs déchets maintenant. Même si on s'en débarrasse en partie, on prend aussi des vacances pour être avec du bio, prendre le temps de manger, prendre le temps de. Il y a plein d'endroits. Alors ça c'est la vision tourisme de 2 ans qu'on commence à avoir avec des discussions. Et c'est hyper drôle. Je trouve ça impressionnant. Non, mais au début, on ne savait pas où on allait. Tout à fait. Voilà. Donc, de voir aussi cette espèce de capillarité qu'il y a sur d'autres thématiques, la voirie, la route, tout ça, parce qu'ils ont besoin de plans qui sont distribués, et ainsi de suite. Ouais, c'est pas rien la mise à jour des voies, je vais la voir. C'est du quotidien. Hein. Ça et les points d'eau, nous, c'est du quotidien. Les hydrants, donc, il y a plein d'endroits comme ça où ça intéresse. Ça peut être une espèce de pot commun, de langage commun, dont on peut tous se servir intelligemment. Entre les uns qui ont besoin de faire de la donnée éco, des autres. On partage déjà notre cartographie avec ArcGIS, et à l'échelle, on s'en fiche, nous, on partage la donnée, elle n'est pas à nous. Hein. Nous, on la partage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le lien dynamique avec notre SIG. Quoi. Moi, je mets à jour, c'est instantanément sur la carte. Ça, c'est quand même bien. Mais il faut rentrer dans notre site qui est open source. Mais on contribue très peu à l'UCL parce que c'est une question de temps. Quoi. Oui. Moi, j'y vais de temps en temps, et je contribue, mais
c'est long, c'est le téléphone qui sonne, on repart sur autre chose. Et j'en connais d'autres, la CAPB notamment, hein, qui font de la balle et qui font de la mise à jour, hein, qui ont commencé à mettre à jour, mais qui ont arrêté parce que c'est chronophage, tout simplement. Mais alors, à la fois c'est chronophage et à la fois Tu gagnes du temps, dans le tu cas gagnes de du la temps pour après, quoi. Oui, ouais, c'est chronophage, c'est un investissement. c'est un investissement. oui, Il oui. y a un cours d'avoir fait sur Bayonne. Pareil, parce que, Alors sur Bayonne, c'est pareil. Je ne sais pas combien il y a d'adresses par an de nouvelles. ouais. Ah, les stats. C'est moi qui l'ai eu. Je m'en rappelle. Une dizaine, en tout cas. Ouais, c'est 2 ou 3. Non, une dizaine, une dizaine. Ouais. C'est quelques dizaines. Ah bon? Une dizaine? Une dizaine. Donc ça ne demande pas aussi un investissement. Enfin, c'est une dizaine de points. Ouais. Mais voilà, c'est hyper rapide à mettre à jour dans OSL puisque l'apport avait été fait une fois, pas par nous en l'occurrence, mais bon, voilà. Mais après. Oui, vous, sur Bayonne. Vous, c'est sur Bayonne. Moi, ce que je voulais... Moi, j'ai 130 communes, c'est pas pareil. J'ai de la mise à jour tous les jours. Mais c'est pour ça que de faire ensemble chacun Ouais. sur son territoire ou sur certains éléments. Ce matin, j'ai mis De permettre que chacun. 10 toponymes à Ustaritz, ce matin. Ils seront dans ma casto ce soir et qui ne seront pas dans OSM. Puisque j'ai créé même de la voirie en plus. Bon, moi, tu vois, je suis un bidouilleur. Le village de Botany-Barin, je l'ai fait en 2 jours. Oui, Ouais, voilà, ça dépend de la taille des communes après. Par les demandes, c'est Ça dépend. septembre. Ça dépend. Il y avait, je sais pas combien, 25 bois. Ouais, voilà. 25 bois et je sais pas combien. C'est pas Bayonne, c'est pas. 100 numéros, quoi. 100 numéros de rue, tout pété, quoi. Et puis maintenant, avec la fibre, des petites communes, c'est beaucoup de. J'ai vu, moi, le OCES, là, je sais pas, on est passé de 20 voix à 87. Sur une petite commune, enfin, c'est pas énorme. Elles existaient les voiles, c'était juste pas nommé. Hein. Elles n'étaient juste pas nommées. Mais il a fallu les créer, contrôler les tronçons, c'est chronophage. Hein. C'est sûr. Il y a 10 jours, on avait été par la direction sud-ouest de l'IGN. Donc, sud-ouest, ça va être Nouvelle-Aquitaine, ça va être Aquitaine, je ne sais plus exactement, mais aussi en Occitanie, ainsi de suite. Et c'était quand même hyper drôle de discuter avec eux. Mais vraiment, hein, ça a été avec des gens très chouettes. Ce que je disais il y a 10 ans, ça se tirait à boulet rouge à la fin. Je disais, donc c'était pas France. Aujourd'hui, on est sur des discussions très régulières, fréquentes, à plusieurs échelles. Et dans la discussion qu'on avait avec eux, c'est marrant parce qu'en fait, c'est vraiment les mêmes choses, les mêmes tâches, les mêmes logiciels, les mêmes systèmes de signalement et tout ça. Mais dans un cas qui sont, et c'est normal culturellement dans l'univers visuel et entre eux, avec des collectivités, ainsi de suite. Et dans l'autre cas, qui sont tous juste visibles en ligne, beaucoup en logiciel, ainsi de suite. Et on a fait un jeu de je te demande mon outil, je te demande mon outil, qui était très sympa, très agréable, et sur les mêmes problématiques, et sur les mêmes. Et de se dire, mais c'est fou, et comment on peut avancer? Parce que c'est pareil, il nous disait, nous, quand c'est des gens qu'on ne connaît pas trop qui nous font des signalements, on vérifie plus que quand c'est des gens qui nous connaissent. Ouais. Pareil, quoi. Et donc, pourquoi cette logique, elle peut se faire qu'entre collectivités, et pourquoi elle ne peut pas se faire, y compris avec des contributeurs qu'on ne connaît pas, par exemple? Ben, c'est pareil, les degrés mais il y a des travaux qui sont faits sur les degrés de confiance qu'on peut avoir sur les contributeurs. On ne passe pas, par exemple. Ce sont des mix de données entre est-ce qu'il fait des commentaires, quel type de données il touche, ainsi de suite, pour donner des indicateurs rassurants à des collectivités, des professionnels, ainsi de suite, de se dire, lui, c'est du solide, quand il fait des motifs, je n'ai pas besoin d'aller vérifier. Lui, je sais pas trop. Mais bon, sur un territoire, à un moment donné, beaucoup de contributeurs sur un territoire, ça révolutionne un territoire et les gens se connaissent.
il y a un tas de contributeurs. Quand on voit que c'est eux qui modifient, je ne me pose pas la question de savoir si je vais plutôt voir pour apprendre. Voilà, c'est aussi. Il y a vraiment tous ces trucs-là, mais qu'on retrouve dans ce que tu dis. C'est les mêmes. Bon, moi, je peux parler jusqu'à demain soir. Pas moi, je ne peux pas écouter jusqu'à demain soir. Moi, je voulais simplement dire, je voulais, parce que je dois vous laisser, mais je voulais vous remercier, même si personnellement, il y a beaucoup de choses qui me sont passées au-dessus au niveau de la compréhension des usages et des contraintes. Mais ce que je retiens surtout, moi, c'est que là, alors je ne sais pas comment le qualifier, si c'est le mouvement numérique, l'action numérique, la société numérique, mais en fait, je trouve que là, il y a les ingrédients pour nous amener à bâtir un service public étendu, à développer la porosité entre le service public et le reste des parties prenantes, qu'elles soient autres services publics ou surtout privés professionnels ou privés tout coup particulier. Et c'est très... Enfin, moi, je suis persuadée que le service public étendu, c'est inévitable vu les contextes dans lesquels nous vivons, contexte de fin de l'abondance énergétique et de fin de changement climatique, et que derrière, s'il n'y a pas une porosité entre le public et le privé, ça sera compliqué. Et je trouve que le numérique, entre le fait que ce soit un outil et une philosophie expérimentée, eh ben, ça ouvre le champ des possibles. Donc, je voulais vous remercier vraiment pour ce temps-là. Je vais faire juste, on a une blague souvent, mais qui devient sérieuse. Depuis un moment, il y a les PPP, les partenariats publics-privés. Et on a de plus en plus envie, on le fait de plus en plus, à rajouter les PPPC, partenariats publics-privés communs, qui sont de vraiment réfléchir ces tripartites en termes de réflexion. Ce n'est pas juste public-privé, parce que le commun, c'est ni public ni privé. C'est pas de cette Exactement. Et comment on arrive à réfléchir sur des PPPC. Et il n'empêche que, entre autres, sur des vocabulaires, sur des choses comme ça, c'est vachement intéressant pour ça. Et